Le balado Histoire d'entrepreneur est présenté par Équipe Marc-Antoine Reed, IG Gestion privée de patrimoine, planification financière et fiscale pour entrepreneurs. J'ai pris le temps de le lire en lisant vraiment ma feuille pour être certaine de bien le prononcer, mais quand on apprend à connaître Marc-Antoine Reed comme humain, on se rend compte justement à quel point il est passionné par ce qu'il fait, par la planification financière, mais surtout passionné par les entrepreneurs avec qui il travaille. Lui, il veut mettre l'entrepreneur, l'homme d'affaires ou la femme d'affaires au cœur de son propre plan financier. Si vous êtes un entrepreneur, un chef d'entreprise en ce moment qui fait des surplus, si vous voulez atteindre vos objectifs financiers, mais Marc-Antoine Reed est la personne qu'il vous faut. Marc-Antoine travaille pour vous et travaille aussi avec les autres personnes qui vous entourent, c'est-à-dire votre comptable, votre fiscaliste, pour atteindre une indépendance financière, peu importe ce que vous recherchez. Je côtoie des entrepreneurs qui ont comme planificateur financier Marc-Antoine Reed parce qu'on a été une gang justement à partir sur le Kilimandjaro il y a de cela quelques mois. Et quand tu choisis de partir en Tanzanie avec ton planificateur financier, c'est parce que tu es satisfait. Alors, Marc-Antoine Reed, comme planificateur financier, un homme qui va vous mettre au cœur de votre plan financier, c'est en lui que vous devez mettre votre confiance. Le gros trip de ma vie, ça a toujours été de combattre contre le statu quo. Histoire d'entrepreneur. J'aime ça développer un concept novateur, investir là-dedans, puis voir les gens qui trouvent leur compte dans le concept. Avec Joanie Fortin. Je dis pas qu'il n'y a pas eu des moments tough, on va en parler. En compagnie de Jonathan Martin et Jean Martin du groupe Martin, j'oserais dire célèbre famille de la région de Québec, famille entrepreneuriale de la région de Québec, avec des noms qu'on connaît, Martin Dessert, les rôtisseries Saint-Hubert, avec les restaurants Harvey's aussi depuis quelques années déjà. Est-ce que j'en oublie? Non, aucunement. C'est assez, hein? Non, mais tu sais, c'est parce que je voulais être certaine dans ma présentation d'y aller avec les connaissances que j'ai trouvées ici et là, d'articles sortis sur vous dans les dernières années. Exact. On a aussi les immeubles Martin aussi, là, que tranquillement on... tout nouveau, exact. Sur le boulevard Laurier. Oui, exactement. C'est ça? C'est de ça dont on parle? Bien, avant, il l'avait aussi, parce qu'on a aussi certains terrains, puisqu'on est propriétaire majoritairement là, de nos bâtisses. Donc, ça fait quand même comme... Jean, tu serais peut-être meilleur que moi là, en termes de temps, là, mais Immeuble Martin, ça fait aussi un certain temps qu'on est... Bien, au tout début, quand Claude et Marcel sont partis en affaires en 1967, donc c'était impossible pour eux d'être propriétaires de leur bâtisse. Là. Donc, ça a pris un certain temps. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'argent. OK, là. c'est ça. Parce que lorsqu'ils ont ouvert le premier Saint-Hubert en 1967, c'était un petit Saint-Hubert environ peut-être je me trompe, environ peut-être 2000-2500 pieds carrés sur la rue Deschênes, près du Colisée de Québec. Là. Donc, ils commençaient en business. Là. Donc, eux, ils ont investi un montant d'argent. Donc, c'était une location. Donc, c'était très, très difficile au début, là. Parce que ça a pris quand même 5 ans avant qu'ils ouvrent un deuxième restaurant en 72 sur le chemin Sainte-Foy, là. Parce que je peux vous dire que le grand-père de Jonathan Claude et mon père Marcel, puis leur épouse aussi respective, là, Nicole et Lisette, ils ont travaillé très, très fort, là. Parce que moi, je me souviens quand j'étais jeune, là, peut-être les premiers souvenirs, peut-être à partir de 4 ans ou 5 ans, mes parents, je les voyais beaucoup, surtout les fins de semaine. C'était toujours mes grands-parents qui nous gardaient les fins de semaine. Pourquoi? Parce que Claude et Marcel et leur épouse étaient dans le business la fin de semaine. Puis la restauration, ça se passe quand? Ça se passe surtout les vendredis, samedis, dimanches. Surtout que le dimanche, ça a toujours été la plus grosse journée chez Saint-Hubert. Maintenant, c'est différent, là. Étant donné que la télévision est tellement forte le dimanche, c'est rendu le vendredi, samedi. Donc, c'est ça que je vous disais. On parlait de propriété de terrain, être propriétaire de son parc immobilier. Oui. Donc, avec le temps, quand est-ce que le groupe Martin est devenu propriétaire de ses en 79. terrains? 79. En 79, lorsque Claude et Marcel ont construit le Saint-Hubert à Charlebourg, ils sont associés à un promoteur immobilier. Donc, il y avait comme 50-50. Puis tous les autres projets par la suite, ils ont été à 50-50. Puis après ça, dans les années 90, peut-être 95, on a pu commencer à acheter nos propres terrains puis nos propres bâtisses. Là. C'est comme ça qu'on est devenu, par la bande, propriétaire immobilier de nos restaurants. Là.
Exact. Puis un peu avant la pandémie, on a racheté toute là, la partie 50% là, de notre partner. Là. Oui. Fait que là, majoritairement, je pense, sur 10 emplacements, on est à 8 là, qu'on est propriétaire de nos terrains. Là. OK. Donc, votre parc immobilier se limite à ça. Vous avez d'autres propriétés aussi à travers le groupe Martin? Bien, on a quelques terrains Ouais. qu'on est propriétaires un peu partout à Québec aussi. Puis aussi, sur notre terrain au Saint-Hubert à Lévis, on a un grand terrain. Il y a un immeuble avec une banque nationale à côté. On est propriétaire du terrain de la bâtisse, là. Mais c'est sûr que notre première incrustation dans le développement immobilier, c'est sûr que ça va être notre projet Axel sur le boulevard Laurier, là, qui est un projet qu'on fait en collaboration avec Logisco, là, parce que c'est quand même un grand projet, 116 condos locatifs, une douzaine d'étages. Là. Donc, c'était difficile pour nous autres de faire ça par nous-mêmes. Là. C'est pour ça qu'on a décidé de s'associer à eux, à Michel Parrain et Logisco. D'où vient l'idée de choisir une entreprise comme Logisco? Comment vous avez établi votre choix? Bien, c'est sûr que quand tu prends des décisions d'affaires, tu veux toujours essayer de t'associer à des gens qui réussissent, puis à des gens qui sont des experts aussi. Puis nous, on a rencontré quand même quelques groupes avant de prendre notre décision. Puis on aimait bien Logisco parce qu'il y avait les mêmes valeurs familiales que nous autres. C'est une entreprise quand même, je pense que ça va faire 60 ans, comme nous autres en 2027, qui sont en business, là, qui ont une entreprise. Puis c'est une entreprise familiale aussi, comme nous. Donc, les valeurs étaient quand même assez communes, là. Puis lorsqu'on a rencontré Michel la première fois, comme on dit, il y a toujours, je ne sais pas comment on dit en français, mais il y a eu un match. Là. Oui. Puis ça, c'est important en affaires, là. Hein? Ben, surtout quand même toi, c'est ton premier projet. Là, quand une affaire aussi grosse que ça, reste que, tu sais, pour nous autres, c'est beaucoup d'argent qu'on met là-dedans. Fait que tu vas être sûr de ton partner. Puis il y avait eu quelques petits scandales juste avant là, par rapport à un autre propriétaire immobilier. Fait que, tu sais, ça reste qu'on a une certaine réticence dans ce temps-là, parce que nous autres, c'est notre premier saut. Puis à ces montants-là, on va être sûr qu'on prenne la bonne décision. Là. Fait que quand Jean il parle de match, là, pour nous autres, c'était le plus important. Là. Puis on a toujours été habitués, à nous autres, de gérer nos choses seuls. On avait nos bâtiments, on faisait 12 opérations, donc on était tout seul dans l'équation. Là, on tombe avec un partner à 50%. Donc, c'est sûr que pour nous autres, là, on voulait être sûr de choisir la bonne personne. Là. C'était très important. Puis, tu sais, le projet immobilier, c'est du résidentiel, finalement, ce que vous n'aviez jamais fait encore avec une loi par rapport au boulevard Laurier où vous deviez construire un édifice avec des impositions, là, si on veut. Comment avez-vous pris ça? Parce que ça faisait très longtemps que vous étiez installé. Est-ce qu'on vous avait préparé à ça? J'imagine que oui, là, dans le sens qu'on n'arrive pas du jour au lendemain avec une nouvelle comme celle-là, surtout pour un projet de cette ampleur-là. Mais écoutez, ça a été une décision difficile, hein, émotive aussi, hein, parce que le Saint-Hubert boulevard Laurier, c'est un restaurant qui a toujours fonctionné beaucoup. Ça a toujours bien... C'est sûr que dans les dernières années, ça n'a pas été facile parce que avec tous les travaux du tramway, là, donc ça affectait un peu les ventes pendant l'été. Là. Puis c'est un restaurant qu'on devait mettre au goût du jour. Là. Donc, il fallait mettre beaucoup d'argent au niveau de la rénovation. Puis un Saint-Hubert maintenant, hein, en 2025, hein, c'est environ une salle à manger, environ de 225, 250 places, avec un système de livraison, avec un comptoir, et puis aussi un service à l'auto. Puis c'est impossible de mettre un service à l'auto au boulevard Laurier. Okay. Donc, la décision qu'on a prise, finalement, c'est de trouver un autre emplacement. Là, donc, on devrait annoncer, même probablement peut-être dans le prochain mois. Là. Puis ce qui est drôle, en même temps, c'est la différence de perspective. Parfois, mettons, Jean l'a connu dans les grandes années de Laurier. Donc, je ne sais pas à l'époque, il y avait combien de restaurants Saint-Hubert dans la région de Québec. Maintenant, on est à peu près à 125, mais il était numéro 1 de la chaîne. Puis il n'y avait même pas de livraison. C'était une salle à manger incroyable. Mais moi, je l'ai vécu quand c'était un petit peu plus difficile. Fait que, on se disait que j'ai moins... Parce que quand on posait la question, j'avais moins l'attache au restaurant parce que ça faisait des années qu'on voulait le rénover, mais avec toutes les discussions qu'il y avait par rapport au tramway, on savait que c'était un petit peu plus compliqué. Puis comme vous avez mentionné, si on voulait toucher à la structure extérieure, parce que le restaurant était peut-être plus fait pour les années 2020, il fallait absolument qu'on monte le restaurant. Fait que c'est là que l'idée a commencé à germer, qu'on s'est dit, OK, on devrait peut-être trouver un autre emplacement, comme j'ai dit, avec un service au volant, quelque chose de plus commode pour les besoins du client actuel. Là, je remarque, Jonathan, que tu me vous vois.
C'est un naturel, mais Ok. je peux faire attention. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Sans problème. Parce que moi, je vous tutoie depuis tantôt, Ben oui. puis je me dis, mon Dieu, si je leur rends pas l'appareil, je me sens, Exact, mais je non, me sens mal. Mais tu sais, vu qu'on passe Ouais. quand même un bon moment de temps Oui. ensemble, je pense que le dessus Ok. est tout à propos. Ça vous convient-tu? Sans Absolument. problème. Super. Puis j'aimerais ça justement qu'on fasse le pont entre la deuxième génération de l'entreprise d'où tu es issu, Jean, et la troisième dans laquelle tu es, Jonathan. Les discussions, justement, quand tu as des décisions comme celle-là. Tu as vécu la période Boulevard Laurier qui était moins peut-être vivante, moins attrayante. Pour toi, l'attachement était moins là que que celle de Jean et ses cousins. Comment on discute de ça? Comment ce genre de décision-là, parce que là, je veux dire, une deuxième puis une troisième génération, ça travaille de pair au quotidien, mais pour ce genre de décision-là, quel genre de discussion auquel on peut avoir droit, mettons? Mais, probablement, mettons, on est beaucoup dans la salle. Tu sais, on est vraiment sur une entreprise familiale. Oui. Donc, tu as les trois, on les appelle les padrés, là, mais tu as trois seniors. J'adore. Et tu as les jeunes, Ouais. on est 6 frères et sœurs, cousins, cousines. Donc, ça fait beaucoup dans une salle. Fait que quand tu as des décisions comme ça, en partant, ça part. Ça c'est peut devenir animé. cacophonique, mettons. Exactement. On a toutes nos opinions, puis honnêtement, on est tout du monde très. Je dirais pas une tête de cochon, mais tu sais, on a nos opinions, puis on les donne. Tu sais. Fait que. Quand on a parlé de Laurier, je me souviens encore, sans le nommer, on avait mentionné c'était un des jeunes qui avait parlé de ce projet-là, puis un de nos seniors nous avait dit écoutez, ce restaurant, il a été incroyable pendant des années, on le laisse de même, on n'a pas l'intention de changer. Fait que, tu sais, ça a été la première fois qu'on l'a mentionné, mais la seule affaire, par exemple, c'est que ça sème une graine. Ouais. Et là, après ça, on revient à l'attaque, on revient, puis c'est un peu comme ça qu'on fonctionne souvent, on en parle, on ne prend pas nécessairement une décision tout de suite, surtout pas dans un comme ça, mais parfois, mettons, ça germe, puis là, à un moment, on est arrivé, je me souviens plus qui de la gang avait ramené le point, et là, les gars, ils ont commencé à dire, OK, Colin, oui, ça pourrait être intéressant. On voyait un peu aussi, comme j'ai mentionné, là, la diminution des ventes là, à Laurier, fait qu'on se disait, OK, s'il y a un moment pour faire un projet, ça serait là. Puis aussi, ce qu'on avait essayé d'amener, puis je pense que c'était Jean-Pierre ou Louis qui avait fait ça, mais on voulait faire le restaurant dans la bâtisse. Fait qu'on Oui. se disait que ce serait un win-win. Il y aurait les travaux pendant le tramway. Fait que nous, ça nous permettrait de montrer notre projet, puis en même temps, d'ouvrir un Saint-Hubert là, à la suite, là, à la fin des travaux du tramway oui. et à la suite de nos travaux à nous autres. Fait qu'on trouvait que c'est un parfait setup. Fait que c'est comme ça, tu sais, c'est le genre d'affaires. Je dirais, mettons, ça a été une décision, c'est de cette façon-là que c'est arrivé, mais ça arrive régulièrement là, qu'on va commencer à germer une graine, puis on va en parler doucement, puis à un moment donné, ça va venir, parce que ça reste que. Je regarde, mettons, à Jean sur la table de travail, il y a beaucoup de projets. Fait que, on ne peut pas tout faire en même temps. Il y a des moyens limités. Puis on ne veut pas non plus embarquer dans n'importe quoi. Donc, il faut arriver. Puis, tu sais, les projets se développent tranquillement. Mm-hmm. Là. Ça a toujours été un peu notre philosophie, honnêtement. Hein. Comme Jean va souvent mentionner tantôt, les restaurants, les endroits qu'on a choisis, ça a toujours été pensé, réfléchi. On n'a jamais été le genre à prendre des décisions un peu trop à la rapide. Sur un Là, coup de tête. exactement. Là, c'est toujours analysé. On fait nos comment on appelle ça, là, nos évaluations là, à l'interne puis à l'externe. On prend des compagnies pour assurer que c'est les bonnes décisions. Est-ce qu'il y a un market dans ce coin-là? Fait que, pour nous autres, c'est très important. Parfois, ça peut nous nuire. On a perdu des terrains, des affaires comme ça avec le temps, mais normalement, quand on va à un endroit, là, on sait qu'on va avoir normalement un bon succès. Comme quoi, mettons, qu'est-ce qui vous a nui, juste pour que je puisse bien comprendre? Des fois, ça peut nous nuire quand vous faites, parce que vous perdez des occasions, parce que vous prenez le temps. Exact. Puis là, il y a quelqu'un qui va plus vite que vous. c'est Exactement, ça? qui va Ok. prendre un terrain, mettons qu'on n'est pas trop sûr. Tu sais, sans donner des exemples, dans le coin de Le Bourgneuf récemment, il y avait un coin qui nous intéressait. On a parlé. Quand on est revenu au courtier, le terrain avait été vendu déjà. Tu sais, mais il y a tellement de possibilités, honnêtement, dans la ville de Québec. Je vous dis pas, mettons, qu'il y a beaucoup tu sais, les spots qu'on appelle, nous autres, 3A, parce que quand on parle de restauration, pour nous autres, c'est localisation, localisation, localisation. On doit être dans la bonne place, parce que parfois, juste être dans le coin, tu sais, dans le bon coin de rue, c'est parfait, mais juste être en arrière, c'est pas le même genre d'achalandage. Là. Fait que c'est ça, parfois, mettons, on essaie d'évaluer, on va faire, comme je vous disais, mettons, on va faire des évaluations avec des compagnies externes. Puis là, parfois, le temps que ça prend, bien, malheureusement, le dépasser. Mais on préfère faire ça, s'assurer que où qu'on s'en va, c'est le bon endroit, que d'arriver sur un coup de tête, puis finalement... Qu'est-ce que vous recherchez quand vous voulez instaurer un nouveau Saint-Hubert ou encore un nouveau Harvest? Qu'est-ce qui est primordial pour vous dans le choix d'un Bien, emplacement? c'est sûr que le meilleur terrain disponible pour un Saint-Hubert, c'est toujours sur le bord d'une autoroute avec une grande population alentour. Là. Nos 3 meilleurs restaurants, c'est Saint-Nicolas, donc sur le bord de la 20. Oui. Donc, la population est énorme alentour. Après ça, on a Saint-Hubert de Jules Verne aussi, avec tout le coin de Cap-Rouge, Saint-Augustin, Ancienne-Lorette. Puis le restaurant de Bouvier,
où ce qui est vraiment, vraiment très, très bien situé dans le coin des Galeries de L'Hôpital, puis tellement central. Puis ça a été, Bouvier, ça a été une grande décision, parce que notre Saint-Hubert était sur le boulevard Lormière, environ à 7-8 minutes en auto. Puis on était propriétaire du bâtisse de la terrain. Donc, on a vendu notre terrain, on a vendu notre bâtisse pour construire un Saint-Hubert à Bouvier où ce qu'on est en location, parce qu'on ne pouvait pas acheter le terrain. Puis, honnêtement, ça a été une excellente Ça a été décision. une très grande décision parce que c'est devenu un des meilleurs Saint-Hubert. C'est sûr qu'en restauration ou dans bien des business, la location est vraiment, vraiment importante, là. Puis pour le client Saint-Hubert, faut aussi qu'il y ait du parking, un peu comme on dit un peu. Là. Ça, c'est vraiment, vraiment important, étant donné qu'on est un restaurant familial. Là. Quand tu es un restaurant familial, le parking, c'est primordial. Puis surtout, mettons, dans ce qu'on parlait tantôt de Laurier, là, c'était un de nos enjeux numéro 1. Le stationnement? Exactement, parce qu'on sait, sur Laurier, c'est difficile de stationner en général. Il n'y a pas grands endroits. Nous autres, on était chanceux. On était un des derniers, on appelle ça comme un stand-alone. Là. On a seulement notre bâtisse avec notre stationnement. Fait que pour nos clients, c'est génial. Mais là, en sachant qu'on allait se déplacer, c'est là qu'on savait que c'était pas n'importe où dans ce coin-là qu'on pouvait avoir du stationnement facile là, pour que le monde n'ait pas besoin de marcher ou se déplacer là, pour venir. Parce que comme Jean a dit, nous autres, notre clientèle, vu que c'est plus familial, ont besoin d'avoir une proximité avec notre restaurant, puis que ce soit facile d'aller. Puis surtout dans ces coins-là un peu plus urbains, je pense mettons à Laurier, Grande Allée, nos restaurants qui sont dans ces endroits-là, c'est pas nécessairement des restaurants de destination, parce que si, mettons, par exemple, vous habitez à Beauport, bien, il va y en avoir un à Beauport, à Charlesbourg. Fait que les personnes qui se déplacent là, bien, il faut que ce soit facile pour elles de se rendre. Fait que quand on a pris la décision où qu'on va l'annoncer là, incessamment, dans ce restaurant-là, c'était ce qui était quasiment le plus important, là, qu'il y ait beaucoup de stationnement. Là. Je vais faire un aveu. Oui. J'espère qu'il ne vous froissera pas trop. Moi, j'ai découvert Saint-Hubert il y a 1 an. OK. On sait, on a entendu ta take à la radio. Ce que j'ai dit à la radio, c'est qu'il y a 1 an, on s'en allait à Disney on Ice avec des parents de la garderie. Oui. Puis au mois de mars, donc il y a 1 an. Puis, on nous a suggéré d'aller chez Saint-Hubert, Jules Verne, parce que ma fille va à la garderie à Saint-Augustin. Fait qu'en route vers le centre Vidéotron, on s'est arrêté à Jules Verne. Moi, j'y suis allée 3 fois depuis la dernière année chez Saint-Hubert. Puis, pour de vrai, je ne vais pas vraiment dans les restaurants, moi, dans la vie. Mais dans mon rôle de mère de famille en ce moment, moi, le restaurant que je me paye, c'est du Saint-Hubert. OK. C'est mon occasion pour moi d'aller manger au restaurant. Avec ma fille, avec mon chum, de prendre un verre de bière ou un verre de vin, sachant que ma fille est à côté dans la salle de jeu. Elle vit sa best life. Là. Elle va jaser avec les autres enfants. Elle vient me rapporter qu'elle a rencontré Béatrice, 4 ans, puis Maxence, qui a 7 ans, qui est plus grand qu'elle. Mais elle tripe donc bien dans la salle de jeu. Puis je me retrouve à me retrouver avec mon chum, avec un moment en tête à tête. C'est peut-être pas les restaurants, tu sais, qu'on se payait avant d'avoir des enfants, mais en ce moment, le Saint-Hubert nous apporte un moment à nous, autant en famille quand l'animalerie arrive. Bien là, évidemment que Rosanna, ma fille, vient s'asseoir avec nous autres, elle mange, elle boit son jus de pomme, elle sait exactement ce qu'elle prend à tous les... Il y a quelque chose qui se passe chez Saint-Hubert quand on s'assoit là. Vous saurez le décrire mieux que moi parce que je n'ai qu'une année d'expérience jusqu'à présent, 3 visites à mon actif. Mais à chaque fois, j'ai hâte d'aller là. Puis à ma dernière visite, encore à celui de Jules Verne, il y a à peu près 1 mois, j'ai rencontré une serveuse qui s'appelle... Je pense qu'elle s'appelle Marie-Josée. Elle est là depuis ses débuts. Oui. Elle a commencé à l'ouverture, il y a 20 ans, c'est ce qu'elle m'a raconté. Puis elle m'a dit à quel point la famille Martin, à quel point vous étiez des employeurs de choix, à quel point vous mettiez justement les employés de l'avant, à quel point elle se voyait pas faire autre chose, mais pas du tout. Puis que sa fille à l'époque, qui est maintenant maman, parce que là, elle m'avait raconté qu'elle était rendue grand-mère, qu'elle a passé son enfance, dans le fond, sa fille chez Saint-Hubert. Puis je pense même qu'elle avait travaillé là, pendant ses études chez vous. Je trouve ça tellement beau d'entendre. Tu sais, moi, je suis une consommatrice, j'adore aller chez vous, mais d'entendre aussi le staff à l'interne qui parle de vous en bien comme ça vous dit quoi, vous? Mais si on est là, je veux dire, si on est là depuis 60 ans, hein, c'est grâce à nos employés. Là, hein. La force de Saint-Hubert à Québec, nous, on a des gens que ça fait 1 an, 5 ans, 10 ans, jusqu'à 40 ans qui travaillent avec nous. Là. Donc, ces gens-là, ils ont développé une appartenance à Saint-Hubert puis aussi à la famille Martin. Mais ces gens-là, il faut qu'on s'en occupe. Hein? Donc, le plus important, moi, je pense, lorsqu'on parle d'entrepreneurship un peu, il faut prendre le temps aussi d'écouter
nos employés, d'écouter nos gestionnaires, d'écouter de qu'est-ce qui se passe sur le terrain, là. Lorsqu'un employé appelle au bureau ou lorsqu'on a une rencontre, moi, je prends toujours le temps d'écouter qu'est-ce qu'il va me dire. Parce qu'il peut m'apporter tellement de solutions à tes problèmes. Ça, c'est une de nos forces, là. Puis, tantôt, on parlait du Saint-Hubert de Jules Verne. C'est dirigé par un directeur général qui est en emploi depuis environ 40 ans, là. Donc, ça devient une force pour nous. Lorsqu'on a des employés comme Marie-Josée, ça devient une force pour nous. Mais le cuisinier est aussi important pour nous autres que le plongeur, là. Nous autres, on mange à tous les jours dans nos restaurants, là. Tous les midis, on visite un de nos restaurants. Puis c'est important aussi d'aller manger dans nos restaurants pour rencontrer les clients. Mais c'est important aussi de rencontrer notre personnel, là, de sentir qu'est-ce qui se passe dans un restaurant. Parce que si on veut réussir dans un restaurant, il faut qu'il y ait un âme dans le restaurant. L'âme, c'est les employés. C'est le directeur, c'est l'équipe de gestion, c'est les livreurs. C'est un aspect vraiment, vraiment important. C'est mon père, mon oncle qui nous ont montré ça. Le respect des employés. Puis avec la troisième génération, avec Jonathan, on travaille de la même façon, là. C'est crucial. Exact, oui. Puis je me souviens, là, quand j'avais 15-16 ans, quand c'est le temps de commencer à travailler, mon père m'avait toujours dit ça. Il m'a dit, si tu veux mener, tu veux prendre les règnes puis travailler là-dedans, il faut que tu connaisses ça. Puis c'est drôle que tu parles de Jules Verne, mais moi, j'ai travaillé 10 ans de temps, là. Wow. Puis j'ai commencé vraiment le plongeur pendant des mois et des mois. Puis à l'époque, maintenant, on ne se mentira pas, là, ça bouge un peu plus. Hein, les jeunes ont plus de possibilités. Hein, ça change plus vite. Mais à l'époque, moi, ça bougeait pas du tout, là. Donc, je suis resté des mois à la plonge. Puis après ça, j'ai fait chaque poste imaginable là, dans la salle à manger, dans la cuisine. Là. Fait comme ça, je connaissais tous les rouages d'un restaurant. Puis c'est aussi ça créer, veux pas la crédibilité, parce que la journée que tu arrives devant les directeurs, comme Jean parlait à Jules Verne, Guy Picard, qui est là depuis 40 ans, qui est autour de la table, puis c'est moi maintenant qui y parle, bien, quand il sait que toutes les étapes que j'ai faites, c'est sûr que ça leur monte un peu la crédibilité. Puis aussi, ils savent que je comprends c'est quoi leur enjeu. Fait comme ça, là, c'est plus facile la communication, parce qu'ils se disent, Joe l'a vécu, Joe sait ce qui se passe. J'ai travaillé à peu près, grosso modo, 15 ans, là, parce qu'après ça, j'ai été transféré, parce que c'est toujours bon d'aller voir là, qu'est-ce qui se passe ailleurs. Mais à Jules Verne, c'est ça, ça a été 10 ans. Fait que je suis très proche encore de la gang. C'est sûr que c'est dans les années 2008 à 2018, fait que ça fait quand même quelques années, mais il y a encore beaucoup de monde qui sont encore là. Vous parliez de Marie-Pascale, on a travaillé ensemble longtemps là, quand j'étais dans la cuisine. Là. Wow! Puis, anecdote aussi, là, vous parliez tantôt de la salle à manger. Oui. Mais ça, c'est vraiment, là, ça a été un de nos hits récemment, parce que, Jean, il y a toujours eu quelques... Tu sais, l'ADN de Saint-Hubert, moi, j'ai toujours pensé qu'étant jeune, c'est vraiment le côté familial. On a le côté business, resto-bar, mais ça, tout part de la famille. Fait que pour moi, ça a toujours été important, puis même, je dirais, inimaginable de ne pas avoir une salle d'enfants. Mais il y avait toujours des conversations à l'interne là, avec d'autres restaurateurs Saint-Hubert là, de la région par rapport à ces salles-là. Puis nous autres, on s'est toujours dit, non, on veut avoir des salles. Fait qu'on a toujours gardé nos belles salles, mais quand la pandémie est arrivée, sans vouloir la nommer, alors là, on n'avait plus le droit d'avoir des salles d'enfants. Fait qu'on a tous sorti nos jouets. Fait qu'il restait seulement les tablettes là, qui sont encore présentes aujourd'hui. Et suite à la pandémie, moi, j'avais, comme je vous ai mentionné là, initialement, j'ai une jeune famille, j'ai trois jeunes enfants, et on a commencé à aller avec eux autres. Puis là, quand je voyais nos salles d'enfants, nos salles de jeu, j'ai trouvé un peu là, défraîchi, et il manquait quelque chose. Et tu sais, parfois dans la vie, il n'y a rien qui arrive pour rien. Ma cousine a rencontré un propriétaire d'une boutique de jouets de la région de Québec, Club Jouets, pour pas les nommer. Et avec eux autres, on a commencé à faire un partenariat. Donc, tous les jouets qu'on met là-dedans, c'est avec eux autres. Wow. Fait comme ça, on est capable de rafraîchir là, nos salles de jeu, puis d'avoir toujours des nouveaux items, des affaires comme ça, puis on essaye plein de jeux pour que les enfants s'amusent. Puis aussi, on se mentira pas, là, parfois, ils sont pas toujours doux avec... Non, ben non. Quand c'est pas tes jouets, là. Exact. Mais même quand c'est tes jouets. Non, mais c'est ça, exact. Fait que pour nous autres, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important, parce que vous le mentionnez tout à l'heure, pour un parent, j'en suis un, quand les enfants s'en vont jouer dans la salle, juste avoir un moment pour nous autres, ça fait du bien. Absolument. Puis c'est rare en restauration que tu as ce petit moment-là. Je me souviens, quand j'étais jeune, mon père nous amenait il disait, où vous allez souper? Où qu'on va aller souper? Puis souvent, hein, vous êtes parents, c'est pas nous autres qui décident. C'est les enfants qui décident. Ben oui. Nous, quand on était jeunes, ça s'appelle Dad Giovanni.
Il y avait, je pense, 15 Nintendo 64. Fait que là, mon père, je sentais que c'était pas nécessairement ce qu'il voulait aller, mais les enfants, nous autres, on allait puis on disait, hey, on va aller absolument au Da Giovanni. Tu sais. Ah oui, eux autres, il y avait des Nintendo Ah, il était 64. Mais on avait ça à l'époque. Wow. On avait, je pense. OK, dans vos salles de jeu. On est toujours en train de maintenant, avec les jeunes, les tablettes. On a mis des belles tablettes là, dans nos restaurants, mais à l'époque, là, c'était, je pense, des PlayStation 1, des affaires comme ça. Okay. On est toujours en train de la transformer parce que pour vrai, nous autres, dans notre business, c'est vraiment un plus, là, on le sent. Puis quand on avait entendu votre segment là, à la radio par rapport à ça, ça nous validait un peu cette décision-là parce que on est plusieurs parents dans cette situation-là. Puis savoir qu'on est une destination de choix, pour nous autres, c'est important. Là. Ah, puis aux yeux des enfants, là, le restaurant de poulet, parce que ma fille l'appelle comme ça, là, elle, je sais pas comment elle pourrait le décrire, là, mais c'est le paradis pour elle là, quand on va manger là. Elle le sait des jours à l'avance, puis elle se pratique à faire sa commande. Puis, tu sais, ça devient un événement en soi, aller manger chez Saint-Hubert. Là. Puis même, c'est tellement important, c'est que Saint-Hubert, présentement, on revoit l'expérience enfant. OK. On travaille, il va y avoir des changements pour la prochaine été, là, par rapport à l'expérience enfant, là, parce qu'on veut personnaliser son expérience. Exemple, quand l'enfant vient manger au Saint-Hubert, il va souvent choisir des animaleries. Hein? Oui. Puis par la suite, c'est le petit Sunday qui arrive là. Donc, normalement, à partir de septembre, l'enfant va pouvoir choisir qu'est-ce qu'il veut sur son Sunday. Oh, wow! Donc, c'est vraiment un élément important. Mais la restauration, hein, c'est ça. Hein? C'est de connaître son client. Hein? Oui. Son client, salle à manger, son client, sans famille. Au resto-bar, c'est une autre sorte de client. Au comptoir, c'est un autre sorte de client. C'est un client qui vient pour la rapidité. Lui, qui rentre dans le comptoir, il veut te servir en dedans de 4 minutes. Il cherche un prix, il cherche un offre, puis il cherche de la qualité. Donc, ça, c'est le plus important. C'est là la difficulté un peu en restauration. Pourquoi, je pense que la statistique, c'est 75% des restaurants ferment après 5 ans. C'est qu'il faut connaître son client. Faut avoir, comme on dit, un produit qui est unique, qui est distinctif, puis qui est surtout uniforme. Souvent, les gens recherchent de la sécurité lorsqu'ils se promènent à travers le Québec. Là. Donc, quand tu veux manger une poitrine ou une cuisse ou un club sandwich, supposons que tu te rends à Sept-Îles, tu te rends, supposons, à Val-d'Or, tu te rends à Montréal, à Québec, tu t'attends à avoir le même produit. Souvent, on va dire que l'uniformité assure la pérennité de la chaîne. Là. Tout à fait. Ça, c'est un élément sur quoi on travaille beaucoup. Tous les employés de l'entreprise. C'est un peu la responsabilité de tout le monde, là. Je trouve ça très intéressant. Jonathan, j'ai lu, puis tu sauras me dire que c'est vrai ou pas, mais que tes frères et sœurs et cousins, cousines, qui êtes tous dans l'entreprise familiale, 3e génération, vous avez tous décidé d'étudier dans des domaines connexes, complémentaires, pour faire en sorte que la 3e génération, génération devienne encore plus forte. Je me trompe-tu? Non, tu as absolument raison. Quand on a commencé, mettons, à avoir notre parcours un peu là, au niveau là, académique, on s'est pas nécessairement consulté, mais on a vu que très rapidement, mettons, on avait des forces dans certains domaines. Donc, par exemple, mettons, je suis plus allé du côté finance. Il y a certains qui sont allés côté avocat. D'autres sont allés dans le côté ressources humaines. Fait que c'est comme fait un peu un melting pot là, de... Mais moi, mon questionnement, là, c'est à quel âge vous avez entrevu la possibilité qu'à 6, vous alliez reprendre les rênes de l'entreprise et j'imagine que la décision ne vient pas tout le monde en même temps. OK, go, on le fait. Mais moi, je suis fascinée par comment vous en êtes venu à, justement, prendre cette décision-là et ensuite, ben c'est ça, aller chercher des connaissances académiques différentes, mais complémentaires. Tu sais, puis pour la 2e génération aussi, là, tu sais... ça se passe comment, le déclic? Puis on ne veut pas mettre de pression à nos enfants, à nos neveux, mais on aimerait ça que ça se poursuive d'une 3e génération. Ça, à chaque fois, je rencontre des entrepreneurs de plusieurs générations dans ce balado-là. Je suis toujours fascinée à savoir comment ça se passe. Ça. Moi, je pense que c'est venu naturellement aussi. Là, hein? Puis moi, je pense que quand on est parent, on est toujours un exemple pour les enfants. Mes 2 associés, hein, Pierre et Louis et moi, on est des gens très positif dans la vie. Là. OK? Donc, comme parent, quand tu arrives à la maison ce soir, puis tu es fier de ton entreprise, tu es fier de ton travail, donc, moi, je pense que tu influences tes enfants par rapport à ça. Donc, tes enfants, tranquillement, commencent à rentrer dans l'entreprise à 15 ans, 16 ans,
travaille à temps partiel dans la cuisine, travaille à temps partiel à s'en manger, sans bon étudier. Là, il commence à se poser vraiment des questions, là, probablement vers 17-18 ans. Puis il regarde ça. Oh, pour moi, j'ai goût de faire ça. Hein? C'est plaisant de travailler dans une belle entreprise. C'est pas facile, c'est difficile, mais ça donne le goût par rapport à ça. Puis tu m'avais dit que que ton père, donc ton cousin Jean, Oui. t'avait déjà mentionné que ce serait possible pour toi d'embarquer dans l'entreprise. Exact, mais mettons, pour répondre à votre question initialement, là, quand j'étais jeune, on ne savait pas vraiment comment ça allait fonctionner. Parce qu'à l'époque, Jean-Pierre et Louis avaient un associé de plus, mon oncle. On s'est séparés là, à peu près en 2015-2016. Là, c'est eux autres qui avaient Martin Dessert, là, que vous aviez dit au début du podcast. À l'amiable, en passant. Hein, ils sont encore notre voisin, fait que ça se passe bien. Très bien. Exact. Et ça a créé une opportunité. À ce moment-là, parce qu'avant, il était 4, puis là, avec un de moins, ça permettait au groupe d'ajouter un peu plus de personnes. Mais moi, je me souviens quand tout mon parcours, même quand j'ai commencé à travailler à 15-16 ans, ou même rendu à l'université à 20-25, j'ai toujours pensé que j'avais une place dans l'entreprise. Ma grande sœur n'avait pas d'intérêt. Elle vit à Vancouver depuis des années. Donc, elle n'avait jamais levé la main. Mais moi, ma plus jeune sœur, ça nous intéressait beaucoup. Fait que j'avais fait mes études là, en conséquence. Puis quand ils ont fait la séparation là, avec Martin Dessert, c'est là que Pierre m'a dit qu'après tes études, là, tu as vraiment une possibilité de pouvoir rentrer dans l'entreprise. Mais ce que je dis souvent au monde, honnêtement, dans des familles d'entrepreneurs, un peu comme Jean, il disait, tu le sais jeune, très jeune. Tu sais, moi, j'ai des souvenirs, j'ai pas la meilleure mémoire, là, mais j'ai des souvenirs que quand je suis très jeune, mon grand-père Claude, à l'époque, il venait super à la maison ou vice-versa, puis les gars, ils parlaient de business. Tu sais, toujours en informel, des affaires comme ça. Fait qu'à un moment donné, on dirait que ça pas que ça te moule, là, mais c'est une genre d'éducation, mais informelle. Puis je regarde même présentement, là, mon garçon qui a 5 ans, les filles sont un peu plus jeunes, là, mais il me parle déjà de Saint-Hubert. Papa, je veux travailler avec toi au Saint-Hubert. Ah oui? Ah oui, mais c'est normal parce qu'ils entendent tellement quand on va... Nous autres, on est très familial. Fait que le dimanche, on va toujours souper chez mes parents. Fait que là, ma soeur est là, mon père est là, puis là, on commence à jaser de business tout le temps. Là. Malheureusement, ma conjointe puis ma mère, son conjoint, il aime moins ça, mais nous autres, on trouve toujours que c'est une bonne place là, pour parler de ça. Fait que là, mon garçon, il écoute ça, il entend ça. Comme moi, un peu, j'avais fait à l'époque. Puis on dirait que tranquillement, comme ça, en vieillissant, ben là, tu as toujours ton intérêt. Mais encore une fois, pas tout le monde. Je regarde ma grande soeur, elle en avait moins, mais moi, dans mon cas, j'écoutais ça, j'entendais ça, je trouvais ça le fun, ça avait l'air intéressant. Je voyais mon père qui ramenait du travail à la maison, mais que honnêtement, ça n'avait pas l'air plate, qu'il avait l'air quand même de s'amuser dans ce qu'il faisait. Fait que ça m'a toujours donné un goût là, de m'amener d'embarquer là-dedans. Puis, il travaillait avec son père. Fait que là, dans cette relation-là, père et fils, dans la compagnie, je trouvais ça hyper intéressant. Puis je trouvais ça le fun de pouvoir faire ça. Puis maintenant, c'est moi qui est à cet endroit-là. Puis là, je me dis, un de mes enfants, si un jour ils veulent prendre la business, j'adorerais ça, reproduire c'est cette relation-là que j'ai avec mon père présentement. Là. Puis ça te fait quoi d'entendre ton garçon dire ça? Moi, papa, je vais être avec Saint-Hubert. J'adore. Mais c'est un mordu, là. C'est normal qu'il va régulièrement, là, mais oui, j'adore ça. En même temps, je me suis toujours dit, par exemple, je veux faire attention. Tu sais, je veux pas tracer sa voie à lui. Je veux qu'il la fasse lui-même. Je veux pas l'influencer, mais c'est sûr qu'à l'intérieur, ça me fait un velours. Puis je me dis aussi, honnêtement, tu sais, ça se peut que sur 3 enfants, il y en a un qui a moins d'intérêt ou un qui a plus d'intérêt, peu importe. Puis avec cette personne-là, on commencera à travailler un peu plus tard. Mais pour l'instant, j'essaie de les diriger dans les centres d'intérêt qu'ils ont. Mais c'est sûr que s'il y en a un qui me lève la main et qui me dit, après ses études, hey, papa, j'aimerais vraiment ça, continuer avec toi l'expérience. Tu sais, moi, je travaille dans ce but-là. C'est une pérennité. L'entreprise, comme Jean disait, c'est depuis 67. Moi, mon but, comme 3e génération, c'est que ça continue, tu sais, qu'on soit capable de se rendre. Puis Jean parlait de statistiques, puis j'ai pas la statistique, là, mais je me souviens plus c'est quoi, c'est quelqu'un qui parlait de ça, mais qui disait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui tombaient à la 3e génération. Souvent, la première avait travaillé fort, la deuxième avait monté ça au plus haut, puis là, la troisième, ça... on dirait que pour nous autres, c'est comme un défi. Là, on se dit, regarde, nous autres, on va traverser ça, puis on va l'amener ailleurs, puis on va l'amener à la 4e génération. Là. Parce que je regarde mes associés là, de la 3e génération, on a toutes des familles. Là. Fait que je pense que la majorité pense comme moi, là, puis qui se disent, ça serait le fun de m'amener que ce soit eux autres qui prennent l'entreprise. Comment tu deals avec ta parentalité et le fait que tu sois un homme d'affaires? Et Jean, même chose, comment tu as vécu ta parentalité à l'époque à la tête d'une grosse entreprise? Écoutez, c'est ça, moi je me souviens très bien quand je suis rentré à temps plein dans les retraites au bureau chef, là. Je venais de finir l'école, j'avais l'expérience d'avoir dirigé un ou 2 Saint-Hubert, donc j'avais pas d'enfants. Puis, je pense, dans 32 mois, on a passé de 0 à 4 enfants.
On a eu des jumeaux jumelles à... OK, c'est ça. Il y a eu des couples de jumeaux. On a eu un couple de jumeaux à la fin, là, puis je me souviens très bien que... Écoutez, ça n'a pas été facile au début, parce que la première année, on avait 3 enfants aux couches, là. Donc, c'est sûr que j'avais engagé quelqu'un pour donner un coup de main à mon épouse qui était enseignante, là. Donc, elle a dû mettre sa carrière de côté par rapport à ça pour s'occuper de 4 enfants en même temps. Puis je me souviens que je rentrais au bureau quelquefois. Les premiers, je ne me levais pas souvent, je vais vous dire bien sincèrement. Mais quand tu as des jumeaux, tu te lèves à toutes les nuits. Donc, le matin, je rentrais au bureau. Donc, il y avait une adaptation. Par contre, on aimait ce qu'on faisait, là. Puis, à la base, hein, c'est ça un peu, hein, c'est d'aimer ton travail. Puis moi, je regarde les 6 jeunes allés, présentement. Ils ont tous des jeunes familles, là. Ils ont tous 1 ou 2 ou 3 enfants. Donc, ils vivent tous la même réalité de parents d'aujourd'hui, là. Donc, ces gens... Donc, vous comprenez vraiment bien La clientèle. par rapport à ça que Ouais. ça peut arriver qu'un après-midi, moi, je suis pas là parce que j'ai un enfant qui est malade par rapport à la garderie. Donc, ils se comprennent bien par rapport à ça. Puis, ils sont capables de travailler en équipe. Moi, je trouve que c'est une de vos plus grandes forces, c'est que vous travaillez en équipe comme nous, on a travaillé en équipe. Parce que dans une entreprise familiale, faut que tu sois capable de mettre de l'eau dans ton vin, hein? On dit toujours, on ne détient pas toujours la vérité, là. Donc, le but, c'est lorsqu'on prend une décision, là je change un peu, là, mais je trouve que c'est un élément quand même assez important. Quand on prend la décision, on la prend en équipe, là. Puis si on ne gagne pas notre point, C'est pas personnel. c'est pas personnel. Puis une de nos grandes qualités de la famille, on n'est pas rancunier, là. Donc, on regarde toujours vers l'avant, là. Donc, ça, c'est tellement, tellement important dans une entreprise familiale, là. Parce que tantôt, tu parlais de la statistique, je pense que c'est 6 seulement qui réussissent à passer à la 3e génération par rapport qu'il y a trop de défis dans l'entreprise, là. Donc, on en revient toujours à la communication, hein. Plus que tu communiques, plus qu'on va jaser entre nous autres, on va arriver à des meilleures décisions, puis on va mieux s'entendre. Même pendant la pandémie, nous, on continuait quand même à respecter les mesures, mais on ne faisait pas de télétravail, là. On se voyait quand même au bureau, là. C'était quand même assez spécial parce qu'on allait manger dans nos Saint-Hubert à l'intérieur, la salle à manger était fermée. On s'installait où le bar, mais on mangeait tout environ à 4-5 pieds. On était toujours à 4-5 pieds, là. C'était complètement différent, mais on continuait à parler de business, on continuait à prendre des décisions ensemble par rapport à ça, là. Puis comment ça a été, toi, Jean, le transfert d'entreprise de la première à la 2e génération? Bien, présentement, écoute, ça se fait très bien parce que c'est sûr qu'auparavant, je travaillais peut-être une 50aine d'heures par semaine. Mais là, moi, j'étais encore quand même pas mal au bureau 4-5 jours par semaine, là, parce que j'adore ça. Puis c'est tellement de plaisant de travailler avec une autre génération, là. Parce que je trouve que c'est une force pour une entreprise, hein. C'est vraiment une force pour une entreprise pour prendre... Avec la première génération, c'était comment, par exemple? Ah, ben, Moi, c'est de la première à la la première, oui, deuxième. j'ai mal compris la question. Moi aussi, je suis curieux parce que j'ai pas... Mais mon père, Ah, bon, ben c'est bon. je l'ai pas vécu. mais mon père, mon oncle, eux, ils ont pris quasiment leur retraite à 50 ans. Moi, j'ai 58 ans. Je suis beaucoup plus impliqué présentement par rapport à mon père, mon oncle, là. Puis ça a été très facile avec eux, là. Parce que faut que tu sois capable de déléguer aussi, là. Moi, j'aime beaucoup les opérations, j'aime beaucoup les ressources humaines, mais c'est plus à moi à faire ça. C'est à eux autres à s'occuper de ça. Donc, l'important, c'est de déléguer, de faire de suivi, mais c'est surtout de faire confiance, hein. Donc, moi, j'ai trouvé que c'est quand même très facile. Mais dans une business comme la nôtre, ce qui accapare beaucoup de temps, c'est le day-to-day. Tu sais, comme toi, moi, je regarde de mon côté, je m'occupe beaucoup là, de tout ce qui est l'entretien des bâtiments, l'entretien des équipements. Fait que, tu sais, il y a des calls à tous les jours. Fait que, mettons, mon père qui faisait initialement un peu le même travail que je faisais, quand on a donné la passation de pouvoir, lui, c'est vraiment plus au niveau, admettons, de day-to-day. Parce qu'avec les gars, on s'occupe encore des grosses décisions. Fait que, par exemple, admettons, le projet Axel, ça, c'est une décision d'équipe. Mais admettons, maintenant, quand on change des petites affaires à gauche, à droite, là, tout ce qui est ressources humaines ou... Chacun a son expertise aussi. C'est ça exactement. Là, vraiment, là, dans le groupe, là, comment on fonctionne avec les 6 jeunes, chacun a
vraiment là, sa spécialité. Là, quelque chose, on fait de tout, parce que, mettons, moi, je regarde tout le temps au monde, j'ai 2 chapeaux. J'ai le directeur des opérations, donc j'ai le day-to-day avec les restaurants. Tous les jours, je parle avec mes restaurants, ou on va dans les restaurants voir qu'est-ce qui se passe. Et après ça, j'ai mon chapeau là, de celui, mettons, qui s'occupe de tout ce qui est les rénovations, les nouveaux projets, les équipements, ce genre d'affaires de la maintenance de nos restaurants. Fait que ça, pour nous autres, c'est vraiment important d'être pas un expert, là, mais vraiment, mettons, de bien connaître ça. Fait que ça fait en sorte que dans n'importe quel segment, on a quelqu'un qui est fort là-dedans. Là. Fait que si on a un problème, on peut, juste le terme rely, là, mais on peut se référer exactement à un de nos associés. Là. Fait que pour nous autres, ça, c'est une de nos forces de notre groupe. Puis pour revenir à votre question initiale, là, parce que j'ai pris un bon détour. La parentalité. La parentalité, oui, c'est ça exactement. Il était encore dans ma mire, fait qu'on l'aurait pas oublié. Exact. Parce que ça, il dit souvent, mettons, la mémoire est une faculté qui oublie. Oui. Puis parfois, mettons, les padres, ils oublient ce moment-là, parce que ça fait quelques années, là, ils sont pas pires, parce qu'on veut pas, on a toutes des familles, mais des padres qui sont devenus des grands-papas aussi, exact. j'imagine. Oui, mais les grands-parents, c'est pas pareil. Les grands-parents, c'est tout le bonbon. Tu sais, c'est juste un moment le fun. Mais quand ça se met à pleurer, on fait une passe. C'est le tien. Exactement. Reprends-le. Exact. Donc, c'est sûr que, mettons, comme parent, puis je regarde, mettons, moi, ma conjointe, elle travaille à temps plein aussi, elle travaille fort, donc... comme vous disiez tantôt, c'est vraiment un travail d'équipe. Là. Il faut trouver. Mais ce que j'aime, par exemple, de l'entrepreneuriat, c'est vraiment un peu tes maîtres de ton horaire. Donc, admettons, je regarde mes enfants, je veux pas 5-3-1, il y en a tout le temps un qui est malade. Ben, oui. Puis souvent, mettons, c'est un train, fait que le premier le pogne, il donne au deuxième puis au troisième. Donc, la latitude que ça me permet, c'est s'ils doivent skipper l'école ou peu importe, je peux prendre, mettons, un avant-midi, un après-midi. Je retravaillerai le soir, c'est pas plus grave que ça. Je prendrai un petit peu plus au week-end. Tu sais, j'ai toujours mon ordinateur avec moi. Fait que cette flexibilité-là, quand t'es parent, c'est vraiment agréable parce que, honnêtement, on se mentira pas, là, je veux dire, 3 jeunes enfants. 2 personnes qui travaillent à temps plein. Exactement. Là, je veux dire, la vie va vite. Puis, tu sais, je trouve qu'à mettons, de nos jours, comme il y avait ça déjà, là, le truc famille, conciliation, exactement, là, est beaucoup plus facile pour les familles. Parce que même, je regarde le travail à ma conjointe, là, ils permettent beaucoup plus là, de latitude, je pense, qu'on avait à l'époque. Fait que ça, pour nous autres, les jeunes travailleurs, ça nous donne vraiment un bon coup de main parce que je le disais tantôt avec ses jumeaux, il n'a pas dormi souvent. Tu sais, ça fait 5 ans que j'ai pas, je dirais, très bien dormi. C'est vrai? Ben, plus vieux à 5 ans, hein, fait que, puis là, le dernier a 1 an, fait que c'est toujours... non, c'est sûr qu'un an, non. Exactement. Clairement. Fait que je veux dire, tu sais, il arrive toujours quelque chose, mais en même temps, c'est pas grave. Hein, le corps est bien fait. Hein, on s'habitue à un moment donné, puis on accepte le fait qu'aujourd'hui, on se lève à 5h30 au lieu de 7h comme on aurait désiré, mais... C'est ça. L'entreprise permet que c'est très conciliant. Fait qu'on arrive un petit peu plus tard, on repart un peu plus tard, on travaille le soir. C'est ça qui est le fun, je trouve, là, de l'entreprise familiale. Puis aussi, le fait d'avoir des associés, ça t'enlève un peu de pression. T'sais, quand tu es tout seul, probablement, là, je le vis pas, mais c'est peut-être plus difficile. Mais quand tu sais que tu as du monde de qualité qui sont là pour te donner un coup de main, fait que ça, mettons, on a un petit groupe privé là, de famille, je dis hey, aujourd'hui, mon enfant est malade. Je sais qu'il va y avoir du monde qui vont pouvoir continuer à s'occuper de l'entreprise pendant que je suis absent. Puis même là, en ce temps-là, souvent, on est toujours rejoignable, quoi que ce soit, là, mais c'est une paix d'esprit de savoir que tu as tes associés qui sont là avec toi pour faire continuer l'entreprise. Mais ça, c'est un avantage, hein, parce que souvent, des fois, des propriétaires de restaurants sont seuls à opérer le restaurant. Là. Donc, quand il arrive des situations problématiques ou c'est très, très dur pour ces gens-là. Nous autres, moi, je veux dire, s'il arrive une situation problématique, puis je suis à l'extérieur, Pierre-Louis avec les jeunes, ils vont régler la situation. Hein. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Là. Donc, c'est ça qui est plaisant dans une entreprise familiale où tu as différents associés. Par contre, ça n'arrête jamais. Nous autres, la fin de semaine, les restaurants, surtout les vendredis, samedis, il arrive plein de choses dans nos restaurants. Là. Donc, Jonathan puis les autres jeunes sont toujours disponibles. Là. Le téléphone, nous autres, est toujours ouvert parce que en business, quand il arrive une situation problématique, puis un directeur ou un employé t'appelle, il faut que tu sois capable de prendre ta décision par rapport à ça. Ça, c'est vraiment important. Là. Est-ce qu'on arrive à faire la coupure à un moment donné? Jamais. Jamais, même en vacances? Jamais. Mais moi, je vais vous dire, en vacances, là, on essaie de faire la coupure. Là. J'ai essayé quelques fois, là. Exemple, de ne pas regarder nos mails, là. Surtout les commentaires des clients, là. OK. Parce que Saint-Hubert, puis spécialement nous, le groupe Martin, c'est une religion de prendre en charge les commentaires des clients, là. Donc, ça devient, par contre, des fois, un effet pervers parce que des fois, tu aimerais ça peut-être relaxer un peu
en vacances ou la fin de semaine, mais des fois, il peut rentrer un commentaire. Donc, on fait des suivis, des grands suivis par rapport à ça. Là. Et surtout, Mais c'est pas facile. Hein. Décrocher, c'est très dur. Là. c'est très dur, puis aussi, c'est tellement intéressant. C'est niaiseux, mais je veux dire, moi, je regarde, mettons, quand je pars souvent avec des jeunes enfants, là, les vacances sont différentes, là, mais j'aime ça amener mon laptop, j'aime ça suivre qu'est-ce qui se passe. Tu sais, j'embarquais pas dans un gros problème, mais j'aime ça me garder au courant de la business. Puis surtout dans la restauration, 2 semaines, c'est très long. Fait que quand tu prends 2 semaines, tu reviens, tu as des piles. Fait que tu sais, on dirait que moi, je me dis, écoute, je suis au courant encore de ce qui s'est passé. J'ai pas travaillé beaucoup, mais j'ai été capable de décrocher un peu, mais jamais, je pense pas. Puis ça me fait toujours penser, une petite anecdote, mais pendant un certain temps, je m'occupais, mettons, de faire d'envoyer les ventes à toutes les semaines. Maintenant, c'est plus moi qui s'en occupe, mais à l'époque. Puis son père, Marcel, 80... Mon père est 84. 84 ans, si je n'envoyais pas, il m'écrivait, là, « Hey Joe, quand est-ce que je le reçois? » Tu sais, les gars, ils décrochent jamais, là. Tu sais, même à 80... Puis il est encore dans l'entreprise, mais je veux dire, à 84 ans... Pas aussi actif, je pense qu'il vient une fois semaine, un matin, mais hyper intéressant encore. Tu sais, quand c'est ton entreprise, c'est dur de décrocher. Puis même, je regarde ma conjointe, parfois, ça l'agace parce qu'elle aimerait ça que je décroche, mais ça roule tout le temps. Ça roule le soir, la fin de semaine. Tu es toujours en train de penser à C'était ma prochaine question, justement, au niveau de vos conjointes. Jean, tu me parlais tantôt que ta conjointe a fait le choix de mettre sa carrière de côté. Bon, la tienne travaille à temps plein dans un autre domaine, dans une autre entreprise. Y a-tu justement des, comment dire, je dirais pas des frictions, mais y a-tu des petits différends de part et d'autre par le fait que vous êtes à ce point investi dans votre entreprise, ou y a toujours eu un énorme respect puis une énorme bienveillance? Moi, je pense honnêtement, pour parler de ma génération, il y a un énorme respect, mais ça reste que quand tu arrives avec une jeune famille, tu sais, mettons, il faut que je me déplace pour une activité le soir, des affaires comme ça, c'est sûr que ça met beaucoup de pression sur ta conjointe, là, parce qu'elle veut pas, là, ça se ramasse tout seul avec les enfants, elle a déjà le stress de son travail. Fait que oui, il reste qu'il y a des petits accrochages parfois, quand, mettons, il y a trop d'activités ou des affaires comme ça, là, ça peut arriver là, que je la sente un peu plus fatiguée ou quoi que ce soit. Fait que dans ce temps-là, j'essaie de compenser un peu, mais en même temps, je veux dire, moi aussi, de mon côté, je reste humain, je viens fatigué. Fait que, il peut y avoir des frictions à ce niveau-là, mais je pense que, tu sais, moi, en même temps, je regarde avec ma conjointe, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Puis ça fait 10 ans que je suis avec... que je suis dans les bureaux avec le groupe Martin. Fait que, elle a toujours su un peu que c'est ce que j'aime. Fait qu'il y a beaucoup de liberté, il y a beaucoup... Ça a toujours été ça. Oui, puis je vous dirais, mettons, avant que je la sente... il faut qu'il y en ait beaucoup, là, tu sais. Je pense que sa tolérance avec le temps, elle a augmenté. Fait que maintenant, là, c'est un peu plus facile, mais c'est sûr qu'avec la jeune famille, là, ça reste une phase un petit peu plus là, demandante, là, parce que quand tu es 1 contre 3 pour faire des soupers, là, ça va vite, là. C'est sûr et certain. Mais c'est toujours une question d'équilibre dans la vie, hein? Le temps que tu mets pour ton entreprise, le temps que tu mets pour ta famille, puis le temps que tu mets pour toi personnellement, là. Moi, j'essaie toujours d'enseigner ça à mes enfants, là, à mes petits-enfants, là. Toujours la question d'équilibre par rapport à ça, là. Donc, c'est important. Parce que la famille, je veux dire, même quand tu as une business, tantôt tu l'as dit, tes soupers du dimanche soir, nous, on le fait aussi. C'est la richesse, hein. Vous allez demander à n'importe quel homme d'affaires, normalement, là, ils vont vous dire ça, la richesse, c'est ta famille, là. Ta business, c'est très important aussi, là. Mais dans nos valeurs, c'est le premier critère, là. C'est le premier critère. Puis c'est pour ça que... puis on est tous de même aussi, les 9, hein, on est tous comme ça, là. Donc, c'est vraiment important de bien comprendre ça quand tu es en affaire avec quelqu'un, d'avoir les mêmes valeurs, là, à ce niveau-là, là. Parce que si tu es en affaire avec quelqu'un, puis la personne à côté de toi, pour elle, la famille, c'est pas important. Moi, c'est juste la business à 100%. Ça ne fonctionne pas. Ça va finir tôt ou tard par accrocher. Par accrocher, là. Réussissez-vous à avoir du temps pour vous, perso? Présentement, pas beaucoup, mais honnêtement, ça me dérange pas. Tu sais, j'aime ça un travail de vie pas effréné, là, mais je veux dire, à remplir les cases. Puis, mais c'est sûr que de temps en temps, mettons, je regarde, là, hier soir, après le hockey avec mon garçon, avec ma conjointe, on a soupé tranquillement avec un film. Tu sais, ces petits moments-là, ils font du bien. Puis il y en a, là, tu sais, je ne mentirais pas. Il y a des moments, mais c'est sûr que, mettons, en général, les journées sont quand même bien remplies. Là. Tout à fait. Mais c'est sûr que maintenant, si je me compare entre 25 et 50 ans, là, même quand les 4 enfants à l'adolescence étaient dans tous les sports, là, donc j'avais pas beaucoup de temps pour moi, mais par contre, c'est une vie qu'on aime. Hein? Oui, puis que vous avez choisi. Exact. Qu'on a choisi surtout aussi, là.
Exact. Je regarde, mettons, mes amis m'agacent souvent avec ça, mettons. Parce que je sais pas pour quelle raison. Parfois, il y a comme un mythe que quand tu as une business qui roule depuis des années, que ça va bien, mais que tu n'as pas grand-chose à faire. T'sais? Ah. Fait que là, le monde me dit souvent, mettons... Le préjugé ou le... Exactement. Ouais, OK. Ils me disent, hey, Joe, ça OK. doit être facile. Puis je me dis, écoutez, vous n'avez même pas idée à quel point, à chaque semaine, le nombre de problèmes. T'sais, puis il y a beaucoup de travail qui c'est comme ça, mais moi, quand je reçois un appel, là, c'est très rare que c'est pour me dire, hey, Joe, tout va bien, là. Que c'est correct. T'sais, on m'appelle, puis on me dit, hey, Joe, il y a un problème ici, il y a un problème ça. Fait que, comme Jean disait, je dois être tout le temps... être prêt à répondre au téléphone. T'éteins des feux, là. Puis exactement. En fin de semaine, je recevais à un de mes restaurants un appel. Je savais que c'était pas une bonne idée. Je savais qu'il y avait quelque chose. Fait que, c'est ça, j'essaie de leur dire, mais on dirait que parfois, mettons, il y a cette vieille mentalité-là que, quand ça va bien, que c'est prospère, c'est rendu en 3e génération, c'est facile. Mais moi, je leur dis tout le temps, mettons, c'est l'inverse souvent. Parce que nous autres, mettons, je regarde la 3e génération, on a tout à se prouver. À nous-mêmes, à eux autres aussi. Parce que souvent, je regarde la première génération, elle a parti la business. Ouais. Moi, je me souviens, les souvenirs que quand j'étais jeune, mon grand-père, il travaillait fort. Il a mis tout son argent de côté pour partir ce business-là. Après ça, les gars sont embarqués. Ils ont monté ça à un niveau qui est pas aujourd'hui, mais qui était très élevé. Et là, maintenant, nous autres, la 3e génération, on arrive en compte puis on dit, bon, ben nous autres, c'est quoi qu'on peut faire? C'est qu'est-ce qu'on peut amener? Fait que là, on est arrivé avec les Harveys. On dit, bon, on peut rajouter, on peut se diversifier. On a une offre de burger maintenant, puis une offre de poulet. Là, après ça, c'est quoi la prochaine étape? Nous autres, on essaie toujours de regarder un peu c'est quoi les prochains mois, c'est quoi les prochaines années qui est pour le groupe Martin pour la 3e génération. Fait que là, on a un intérêt commun pour l'immobilier. Fait que là, on a eu le premier projet Axel sur le boulevard Laurier, mais là, c'est quoi la prochaine idée? Et tout en continuant aussi notre business là, de restauration, parce que ça reste le cœur de l'entreprise. Puis c'est vraiment, mettons, mon expertise, moi, ça fait 20 ans quasiment, ça va faire 20 ans l'année prochaine que j'ai commencé à travailler au Saint-Hubert. Fait que, ça reste, c'est le cœur de l'entreprise, c'est ce qu'on aime faire. On est des restaurateurs avant tout, on a travaillé longtemps dans nos restaurants. Mais comme groupe, mettons, on veut se diversifier encore, que ce soit dans la restauration ou dans d'autres domaines. Mais nous autres, la 3e génération, qu'est-ce qu'on peut apporter à ça pour l'amener à un autre niveau? Fait que, c'est souvent ce que je leur dis, c'est pas qu'on a une pression, parce que oui, parfois, mettons, on se dit, on est la 3e génération, on est avec une entreprise mûre. Tu sais, ça, pour vrai, mettons, pour n'importe quel entrepreneur, c'est fantastique. Je veux dire, tu arrives avec une comptabilité qui est solide, tu arrives avec, mettons, une équipe qui est en place qui est solide, mais le monde oublie aussi après ça, c'est que, il faut que tu performes. Oui. Parce que, pour moi, le statu quo, c'est pas nécessairement ce qui m'intéresse. C'est me dire, hey, on reste à 10 restaurants pour le reste de mes années de travail. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux savoir c'est quoi la prochaine étape, c'est où qu'on s'en va. Fait que, c'est vraiment ça, je trouve, le défi pour la 3e génération, c'est qu'est-ce qu'on peut amener, où qu'on peut amener ces entreprises-là. C'est un peu se dépasser, c'est dire, on peut amener ça où? Là, on parlait d'immobilier, bien, c'est quoi le prochain projet? Est-ce que ça va être encore dans l'immobilier? C'est ce qui nous fait, disons, driver à tous les matins. Là. Ça va-tu vite de voir une 3e génération comme ça vouloir développer ou ça vous fait plaisir? Ben moi, je trouve avec ça, tes associés? Moi, je trouve ça fantastique. Là, Ouais. Parce que quand tu as une business, faut que toujours tu penses aussi. Faut que tu penses à court terme, faut que tu penses à moyen terme et à long terme. Là. Puis moi, je trouve ça fantastique de voir une business se développer. Là. Tantôt, on parlait de mon père, Marcel, puis quand on lui a dit que la semaine passée, qu'on avait complètement mis la bâtisse à terre, là, ça y a fait quelque chose. Hein? Parce que quand il a ouvert ce Saint-Hubert-là en 82, on avait mis beaucoup de temps et beaucoup de succès. Par contre, tout de suite, il va penser, qu'est-ce qu'il va penser après? Bien, écoutez, on va construire un immeuble avec des logements pour 50 ans là. Donc, lui, il voit plus loin, là. Je veux qu'on parle de repreneuriat, parce que Ouais. c'est ça, Saint-Hubert, depuis 3 générations maintenant. On a parlé de votre situation. Puis j'ai sorti des stats parce que je sais que c'est comme le sujet entrepreneurial depuis une année ou deux. Comme quoi, 40%, seulement 40% des entrepreneurs ont identifié un successeur potentiel, puis que je pense que d'ici quelques années, c'est des dizaines de milliers d'entreprises qui vont avoir besoin d'une relève et qui n'en ont pas. Est-ce que, tu sais, quand je vous donne des stats comme ça, c'est sûr que c'est pas d'un bon œil qu'on peut le voir, mais j'aimerais avoir votre avis là-dessus. C'est quoi votre vision là-dessus sur l'entrepreneuriat au Québec? Bien, c'est sûr que... Le repreneuriat, plutôt. Moi, j'ai des amis qui ont des business, qui avaient des business. Ils ont décidé de les vendre, là, parce qu'il n'y avait pas de relève, là. J'ai toujours un peu de difficulté à comprendre pourquoi il n'y a pas de la relève, mais souvent, c'est peut-être d'autres facteurs humains qui entrent en considération, là, parce que, comme on disait tantôt, c'est un défi, une entreprise familiale, de tout le monde s'entendre. Puis c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, là. Donc, moi, je pense que ça, c'est un des principaux problèmes. Supposons qu'un enfant voit son père ou sa mère opérer une business pendant
20-25 ans, puis comme on disait tantôt, que la personne revient à la maison, puis c'est très, très difficile, c'est sûr que tu n'as pas le goût. De voir son parent se tuer à l'ouvrage, ouais, tu n'as pas le goût de reprendre ça. Tu n'as pas le goût par rapport à ça. Ouais, là. ouais. Donc, supposons que tu vois juste les côtés plus difficiles d'une business, tu n'as pas le goût de faire ça. Moi, je pense que quand tu vois les côtés positifs d'une business, puis par contre aussi, des fois, tu as des enfants, les gens ont des intérêts différents. Hein? Donc ça, des fois, peut-être que ça peut être plus difficile, le reprenariat au Québec. Là. Je ne sais pas c'est quoi, par contre, la statistique, si on se compare, supposons, aux États-Unis ou dans le reste du Canada, si le pourcentage est plus élevé. Là. Mais on dirait que plus que jamais, depuis 1 an ou 2, on parle de ça. T'sais, en entrepreneuriat, c'est plus... Ben oui, on parle de ça, mais on dirait que j'entends beaucoup parler du reprenariat parce que là, il y a un besoin au niveau des entrepreneurs au Québec d'avoir une relève parce que les entrepreneurs vieillissent, ben, les entrepreneurs d'une certaine génération, et ces entrepreneurs-là, ce qu'on peut lire, c'est comme s'ils n'avaient pas prévu la suite. Puis c'est pour ça que je vois un modèle comme le vôtre. Ouais. Puis je trouve ça beau, je trouve ça... puis je me dis, mais c'est-tu parce que, justement, on est trop dans l'entreprise, puis on voit pas... on pense pas à l'avenir parce qu'on est trop dans... Je sais pas. Moi, je pense peut-être que des fois, beaucoup d'entrepreneurs sont seuls dans leur business. Là. Puis les gens trouvent ça très, très difficile. La pression est forte. Puis les gens... Lorsqu'ils arrivent, supposons, en 60 ans, sont fatigués, là. Puis, ils préfèrent vendre la business que... Être un entrepreneur, moi, je pense que c'est... Surtout un entrepreneur solo, comme je disais, je pense que c'est très, très difficile, là. Quand tu es en business avec d'autres actionnaires, moi, je pense que c'est plus facile, là. Toujours dans un contexte où ce que toi, tu es capable de travailler en équipe. Oui. Ça, c'est un facteur... c'est un facteur vraiment important, là. Oui, C'est pas tout le monde qui veut travailler en équipe. Là. Il y a des gens qui aiment ça, prendre toutes leurs décisions. Hein. C'est la même chose quand tu as une franchise Saint-Hubert. Quand tu as une franchise Saint-Hubert, nous autres, on est franchisés. Hein. On est propriétaire de nos opérations, on est propriétaire de nos commerces, de nos bâtisses. Mais moi, la marque Saint-Hubert, elle ne m'appartient pas. Là. Donc, quand je m'en vais à Montréal, puis je prends des décisions avec le groupe Saint-Hubert, je dois me rallier des fois par rapport à la décision. Là. Si je veux prendre toutes les décisions moi-même, ben, je vais appeler mon restaurant par mon nom, là. Donc, c'est pas... Là, je change de sujet un peu par rapport à ça, là, mais... moi, je pense que la principale raison, comme j'ai dit tantôt, c'est que les entrepreneurs se sentent seuls. Puis ils veulent peut-être pas toujours que leurs enfants vivent ça, là. OK. Je sais pas si... Ouais. Comme ça, je vois ça, moi. Moi, c'est comme ça, je vois ça. C'est super intéressant. Ce qu'Antoine disait un peu aussi, admettons, c'est que parfois, quand tu dis que tu es avec un partner, un associé ou quoi que ce soit, tu sais, il y a une dynamique. Comme Jean dit, admettons, c'est souvent du monde avec les mêmes valeurs qui rejoint avec un but similaire. Mais la twist de la famille est toujours intéressante parce que parfois, admettons, quand je regarde, tu parles avec ton père, mais au final, c'est comme un associé. Mais tu as moins de filtre avec ton père. Tu vas plus dire ton cousin, ta cousine, ma soeur. C'est là que tantôt, Jean disait, mettons, quand on a des meetings, ça peut... Il n'y a pas d'ego, mais ça peut devenir rapidement, là, pas chaud, mais intense, parce que ça reste que c'est plus facile de se parler. C'est émotif. Ben, très émotif. C'est très facile de se parler. Je veux dire, tu parles avec ton oncle, avec ton cousin, tu sais, on est à l'aise. Puis y a-t-il une coupure d'appellation du genre, on s'appelle pas papa ou exact. On vous appelle par votre prénom? J'ai appelé mon père Page jusqu'à la seconde que je suis rentré. Non, la seconde que je suis rentré dans les bureaux. OK, parfait. Non, j'avais encore le droit à dire ça. Puis là, ça reste que dans un meeting. Tu sais, nous autres, on fait un meeting entre les 2 semaines avec tous nos directeurs. Donc, tous les directeurs des restaurants viennent au bureau, puis on fait un meeting d'1 heure et demie pour qu'on sette un peu là, les 2 prochaines semaines, les promotions qui s'en viennent, ce genre d'affaires-là. Fait qu'on est souvent 2 ou 3 Martins. Fait que, mon père m'avait dit, premier meeting qu'on va ensemble, là, si tu m'appelles pas, là, pas très sérieux, là, tu sais. Fait que rapidement, là, je me suis habitué à l'appeler Pierre. Maintenant, j'appelle juste Pierre, mais c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une certaine coupure, là. Puis même, comme je disais tantôt, mettons, avec les soupers le dimanche, on aime ça en parler informellement, mais maintenant, il faut être capable de... Le pain sort-tu? Jamais. Non, là, plus jamais du tout, là, ça ça n'existe plus. OK, non. Même pas en mode famille. Non, même pas en mode famille, exact. Okay. Mais tu sais, parfois, il faut être capable de faire une coupure parce que maintenant, trop c'est comme passé, là, je veux dire, tu sais, ça devient l'univers tourne autour de ça, là, fait que parfois, on essaie d'avoir des moments de famille juste en famille, puis profiter du temps, mais c'est sûr que ce petit aspect-là, là, on s'obstine entre cousin et cousine, là, c'est sûr que ça peut être flyé de temps en temps. Là. Mais toujours dans le respect. Hein? Mais toujours, j'ai jamais vu oui. personne claquer à la porte du bureau. Là.
sais, même si, admettons, parfois, parce que, comme vous dites, 9 opinions, là, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui n'est pas ça d'accord, mais mon père m'avait toujours dit ça avant que je rentre. Il dit, tu vas voir, on se rallie tout le temps. Tu sais, mettons que Jean va arriver avec un point, puis il dit, écoute, c'est beau, les gars, J'abdique. pas j'abdique, mais comment t'appelles ça, là? Non, mais je me rallie au groupe. Je me rallie, OK, oui. Je me rallie au groupe. Fait que c'est sûr de même. Fait que, mettons, comme Jean a dit, on n'a pas la vérité infuse. Fait qu'on arrive à un moment donné, puis on se dit, regarde, on sent que le pouls du groupe, c'est plus pour prendre cette décision-là, par exemple. Mais on va se rallier avec la gang. Fait que, tu sais, ça a toujours été de commun accord, là, honnêtement. Là, je regarde même à notre structure, gens qui parlent un peu là, que techniquement, mettons, les décisions doivent être unanimes, ce qui est quand même assez rare là, dans les entreprises. On n'a jamais eu besoin d'utiliser ça, là. T'sais, on a toujours été là, prêt à se rallier ou quoi que ce soit. Il n'y a personne qui n'a jamais boqué sur un sujet. Puis souvent, s'il n'est pas d'accord, mettons, avec un projet, il va arriver avec des arguments, des affaires comme ça. Puis là, il va convaincre le groupe soit de continuer ou de l'arrêter. Là. Fait que c'est vraiment cette façon-là qu'on travaille. Parce que quand tu es 9 autour d'une table là, à prendre des décisions, là, je veux dire, ça peut rapidement... Là, on parlait tantôt qu'on était un peu plus lent, mais c'est pas nécessairement... pas plus lent, excusez-moi, mais que parfois, il y a certaines décisions qui sont un peu plus lentes à prendre, mais c'est sûr que le fait d'être beaucoup, parfois, il y a un peu plus de conversation. Mais ce qui en ressort généralement a été réfléchi, pensé, puis souvent, mettons, je ne veux pas dire que c'est toujours la bonne décision, là, on ne frappe pas pour 1000, là, mais je veux dire, souvent, ça va être... on va être quand même assez confiant du projet, là. Vous organisez, c'est chaque année, un événement reconnaissance reconnaissance, oui. Pour vos employés. Je pense que mon collègue Martin avait déjà été l'animateur de cette soirée-là, ça se peut-tu? C'est possible, je ne sais pas là. Oui, je crois une fois, oui. Là, écoute, peut-être que je marche sur des œufs, mais... Je me souviens, là, peut-être environ 20 ans, il y avait un événement que Martin était là, oui, je me souviens de ça, oui. OK. Ben, écoute, je pensais à un événement plus récent, mais écoute, ça j'essaie de me souvenir. Peut-être que non. Mais cette soirée reconnaissance-là, on l'a toujours faite chez Saint-Hubert. Oui. Parlez-moi-en donc. Parce que c'est une soirée où on reconnaît les gens qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, jusqu'à 40 ans d'années dans l'entreprise Saint-Hubert. Puis nous, on a environ peut-être 1250 employés. C'est l'entreprise ou c'est le groupe Martin? Le groupe Martin. Le groupe Martin. C'est pas mettons, la bannière Saint-Hubert. Non, le groupe Martin, les 10 Saint-Hubert avec les deux Harveys. Oui. On a environ 1250 employés. Donc, on a environ peut-être une soixantaine de gestionnaires. Puis environ peut-être une centaine d'employés, 125 employés qui ont en haut de 10 ans. Donc, on reconnaît ces années-là. Wow. À ce soir-là, on fait des revues de l'année. On a toujours fait ça dans le passé. Puis, je me souviens, même quand j'étais jeune, mon père, mon oncle, quand la business était vraiment plus petite, c'était à leur maison. Wow. Dans les années, peut-être 75-80, il y avait seulement peut-être 4 comptoirs livraison. Donc, il y avait peut-être environ 4 x 50, 200 employés. Ils ont tout le temps reconnu les employés, là. Puis cette soirée-là, c'est une soirée que, dans le passé, on a toujours organisé, Pierre, Louis et moi. Maintenant, depuis 6-7 ans, c'est vous autres qui organisez la soirée, c'est eux qui font l'animation. C'est une soirée où c'est un must. C'est un must pour nous. Comme on disait tantôt, on est une business d'être humain. Hein? Tantôt, on disait ça, hein? Des problèmes, il y en a tous les jours. Hein? Il y a toujours des situations à régler. Hein? Tu sais, ta gang dans un restaurant, tes employés, c'est l'affaire la plus importante. Hein? Quand tu veux opérer un restaurant ou n'importe quel commerce. Hein? Comment vous réussissez avec 1250 employés à... Les connaissez-vous tous par leur nom? J'aimerais ça te dire que oui, mais non, parce que ça reste, mettons, là, des postes comme certains postes, mettons, à temps partiel qui ont un peu plus là, de rotation. Là, c'est sûr que les autres. Mais mettons, là, je regarde là, notre personnel qui ça fait des années qu'ils sont là, je veux dire, on les connaît tous. Oui. Puis même, honnêtement, quand j'ai commencé dans le business, c'était un de mes. Je dirais pas un stress, mais c'était important pour moi de les apprendre. Mais quand tu pars de zéro, puis là, il faut que tu apprennes une couple de centaines de noms, ça devient plus difficile. Mais avec le temps, tu viens à les connaître, là, à les connaître très bien. Puis moi, je regarde, mettons, c'est comme Jean disait, c'est vraiment une job de people person que tu appelles ça? Oui, bien, on essaie toujours de recruter des people person, des gens qui aiment le monde. Là. Ouais. Ouais. Ça, c'est tellement important au niveau du service à la clientèle. Hein? Exact, mais c'est parce que ça part de... Moi, je dis tout le temps, mettons, à ma gang, ça part d'en haut aussi. Là, je veux dire, c'est la culture de l'entreprise que tu donnes. Puis, on est du monde qui aime le monde. Moi, je regarde, mettons, à tous les matins que j'arrive au bureau, à côté, admettons, il y a les gars, après ça, il y a le côté administration. Je passe à côté du côté administration, je parle avec toutes les personnes qui sont là, je demande comment ça se passe avec les enfants. Tu me prends un test, je connais tous les enfants. C'est important parce que puis ça m'intéresse, honnêtement. Je trouve ça le fun d'avoir cette relation-là avec eux autres. Fait que c'est la même chose avec les restaurants, mais on se mentira pas, à 1250 employés, c'est
c'est impossible J'aurais été impressionné. Exact, mais tu sais, notre entreprise, ça reste aussi, mettons, une genre de... Là, ça sonne mal quand on dit ça, là, mais comme une pyramide, là, je veux dire, tu sais, c'est... t'as, mettons, nos restaurants, les travailleurs de base, puis après ça, mettons, t'as l'équipe de gestionnaire, t'as l'équipe de direction, puis tu sais, t'as nous autres. Fait que souvent, mettons, nous autres, ce qui est important pour nous autres, parce que étant au bureau, on peut pas nécessairement connaître tout le monde, mais c'est important que nos directeurs, le monde qui sont là sur place, eux autres connaissent le monde avec qui on travaille. Là. Fait que quand j'arrive dans un restaurant puis que, mettons, un gestionnaire me dirait qu'il ne connaîtrait pas son monde, là, ça viendrait me chercher parce que moi, je m'attends que la personne avec qui que je gestionnaire, parce que moi, je le suis, mais que lui aussi fasse cet effort-là. Là. Avec son équipe. Exactement. Là. Fait que pour nous autres, c'est un peu ce que tu essaies de recréer quand tu as une entreprise, c'est que, mettons, vu qu'on peut pas être dans nos 12 restaurants en même temps, mais d'essayer de trouver du monde qui ont un peu la même culture que toi, puis qu'eux autres arrivent puis qu'ils fassent un peu ce que toi tu fais avec eux. Là, c'est vraiment ce qu'on essaie de reproduire. Là. Mais il y a toujours des défis. Mais il faut que tu t'intéresses à tes gens. Là. Moi, je vais donner un exemple un peu. Exemple, supposons qu'il y a une nouvelle serveuse à temps partiel là, que je connais pas. Là. Je vais toujours me présenter. Puis quand je suis capable, vers la fin du repas, je vais demander, c'est en temps partiel, en quoi étudie là? Faut que tu lui demandes, puis après ça, il faut que tu l'encourages. Il faut que tu t'informes un peu comme les clients. Hein? Faut que tu aies de l'empathie pour les gens. Puis ces gens-là sont vraiment importants parce que ces gens-là, ils ont des relations avec nos clients. Hein? Absolument. Ça, c'est l'affaire. Moi, je trouve que c'est l'affaire le plus important. Là. Poser des questions aux gens qui te représentent puis qui viennent travailler chez vous. Là. Mais il y a tellement de monde depuis 70 ans qui ont travaillé chez Saint-Hubert. À chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, moi, j'ai travaillé chez pour vous autres, il y a 15 ans, il y a 20 ans. C'est sûr que les plus beaux témoignages, quand les gens nous disent, moi, j'ai appris certaines valeurs chez Saint-Hubert. Les gens, quand ils disent ça, ils te font vraiment, vraiment plaisir par rapport à ça. Là. Parce que pour nous autres, mettons, le succès avec le monde avec qui on travaille, c'est la personne commence très jeune. Maintenant, c'est 16 ans, là, je me souviens, il y a la nouvelle loi, là. 16 ans, il fait ses études chez eux. Souvent, mettons, parfois, il peut commencer à l'accueil, s'en va à serveur. Puis à la fin de ses études, s'en va dans son domaine. Tu sais, pour nous autres, c'est à ce moment-là qu'on sait qu'on a fait un bon travail. Ça veut dire que la personne était bien chez nous, était contente de ses conditions, était contente de son environnement. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Fait que quand on entend des histoires comme ça, quelqu'un qui me dit « Hey, j'ai commencé à 15 ans, j'ai fait toutes mes études chez vous. » Puis, tu sais, ça, pour nous autres, on se dit « OK, là, on a bien réussi dans notre modèle d'affaires. » Parce que la personne est restée longtemps avec nous autres. Il y en a-tu qui commencent à travailler dans leur domaine d'études, mais qui gardent des chiffres en à côté parce qu'ils aiment trop ça? Oui, oui. Pas mal. Ça aussi, ça doit faire du bien de savoir ça. Tu sais. Mais puis il y en a beaucoup aussi, là, honnêtement, là, qui parfois vont se garder un chiffre, un pied à terre, la gang. Tu sais, en restauration, c'est ça. Hein? Le monde est fun. Tu sais, quand on va dans un restaurant, initialement, c'est pour passer un bon moment. Fait que, tu sais, le monde qui travaille là-dedans, normalement, c'est du monde avec une personnalité. Parce que quand Jean il disait tantôt, mettons, un temps partiel qui parle, bien, comme nous autres, mettons, n'importe quel serveur, il va passer une première entrevue au restaurant directement. Mais ensuite, nous autres, on veut le passer en entrevue. On veut savoir c'est qui le monde qui sont dans nos restaurants puis qui sert nos clients. Fait que pour nous autres, c'est important. Fait que souvent, c'est du monde très dynamique. Tu sais, on appelle souvent à nous autres avoir le sourire. Là. Ouais. C'est la première chose qu'on regarde. Dans un restaurant, là, quelqu'un arrive, là, même si c'est pas une bonne journée, là, un sourire, c'est l'affaire la plus importante en restauration. Fait que souvent, c'est du monde dynamique. Fait que là, ils aiment la gang, ils se font des amis là-dedans, ils grandissent avec eux autres. Fait que quand ils arrivent pour partir, il y a toujours un petit sentiment là, oui. J'aimerais, tu sais, je veux garder un peu. Ils se gardent un pied. Ou souvent, parfois, mettons, c'est comme on regarde à Grande Allée, où c'est très estival. Mais là, on a besoin de plus de monde. Mais ce monde-là revient année après année là, pour venir nous donner un petit coup de main, voir la gang, puis travailler avec nous autres. Là. Vous redonnez à la population. Vous êtes philanthrope, de ce que j'ai pu comprendre. Et puis là, parlez-moi donc de la philanthropie au sein du groupe Martin. Bien, c'est sûr que la Fondation Saint-Hubert, le groupe Martin, moi, depuis les années 65, mon père Claude, on a toujours redonné. Là. Je regarde présentement, je pense que vous êtes 3 sur des membres de conseil d'administration. Là, on était avec la Fondation Laura Merveille, on était avec Renaud Jouet, on était avec l'Aube-Rivière. Oui, puis Allo et moi, on a été présents dans beaucoup d'organisations, beaucoup de fondations. Là. Exemple, la Maison Sarrazin, là. C'est sûr qu'au Québec, je pense qu'à chaque année, Saint-Hubert remet environ 1 million à 150 organismes à travers le Québec. Là. Je pense que le plus important, c'est d'essayer d'en donner à tout le monde un peu. Là. Il y a tellement d'organismes qui ont besoin, là, que ce soit des petits ou des gros organismes. C'est primordial dans une entreprise d'être impliqué dans ta communauté. Tu l'es au niveau des fondations.
mais tu peux l'être aussi au niveau à tous les événements qui s'organisent à Québec, là. Parce qu'on a beaucoup d'activités sportives, là, les jeunes enfants. Oui, tous les tournois de soccer, les tournois de hockey, on prend le temps de commanditer. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important, ce que tu viens de dire, pour une entreprise de s'impliquer dans sa communauté? Parce que ces gens-là, que tu donnes un coup de main, si on parle juste au nouveau business, ils vont venir t'encourager, là. Puis ça, c'est nos pères qui nous l'ont montré, de s'impliquer. Ça a toujours été des gens qui étaient proches du monde, là. Donc, moi, quand je reçois un appel de quelqu'un pour qu'on lui donne un coup de main, on va toujours l'encourager. Je pense l'année passée, on a donné 5000 repas gratuits à des bénévoles pour tous les événements possibles, là. Que ce soit, je veux dire, partout à Québec, sur la rive sud ou la rive nord. Donc, les entreprises, il faut qu'on s'investisse, là. Que ce soit au niveau de la fondation ou dans n'importe quel événement, là. Parce que c'est ça qui amène, comme on peut dire, de l'eau au moulin dans une ville un peu, là. Je regarde présentement le tournoi Pee-Wee, le carnaval, c'est tellement important. Le festival d'été, le festival. Présentement aussi, il y a plein de petits tournois dans toutes les villes du Québec. Puis ça emmène tellement du bien dans tous nos restaurants, là, hein. C'est vraiment important, là. Mm-hmm. Puis on a toutes nos causes à cœur, parce que je regarde, mettons, la deuxième génération était beaucoup avec l'itinérance, là. Ouais. Puis là, nous autres, les jeunes, on arrive, on est plus peut-être touchés par, mettons, certaines causes qui touchent les jeunes enfants, tu sais, parce que on sait que quand on a des jeunes enfants, je veux dire, c'est cliché, mais c'est ça pareil. Un enfant en santé, c'est l'affaire la plus importante. Ben oui. Fait que, tu sais, quand on s'implique avec Laurent Lesmerveilles, puis il y en a plusieurs autres, tu sais, pour nous autres, c'est important, là, parce que, encore une fois, tu sais, ça fait cliché, encore une fois, mais on est un restaurant de famille, on est une famille. Tu sais, ça fait depuis 67 qu'on est là-dedans. Fait que pour nous autres, aider les autres familles, c'est ce qui est primordial. Fait que moi, je regarde, admettons, comme je disais tantôt, j'ai des jeunes enfants, bien, aider ceux qui n'ont pas la même chance que moi, pour nous autres, ça fait partie de notre rôle d'entreprise qui est là depuis tant d'années dans la ville de Québec. Tu sais. Fait que nous autres, ce que je trouve le fun de la deuxième génération, c'est qu'ils nous permettent, nous autres, les jeunes, de pouvoir commencer à choisir un peu nos causes, puis sur quoi on veut donner, sur quoi... Tu sais, ce qu'on sait, là, je sais pas c'est qui récemment, là, je pense que c'est David et Clara, là, mais qui sont allés, mettons, à des activités là, pour parler là, devant tout le monde, puis leur expliquer l'importance. Fait que, tu sais, tranquillement, nous autres, on prend notre place par rapport à ça. Puis on peut arriver avec aussi nos causes sans oublier les autres. Là, mais comme Jean dit, il y en a tellement qui ont besoin d'aide qu'on ne peut pas les aider, mais on essaie de donner le plus possible. Là. Mais à chaque année à Québec, hein, je ne sais pas si on a le montant, là, mais on en donne quand même... À Québec, on donne quand même une grosse partie là, à la communauté. Là. Aucun doute. Je ne sais pas exactement, là. Mais écoutez, à tous les semaines, moi, je pense qu'on a environ 20-25 demandes par semaine, là. Écoutez, puis on essaie d'en donner à tout le monde, là. C'est la façon qu'on travaille, là. Puis tantôt, on parlait des employés, surtout en plus quand ça vient d'un employé qui prend le temps de t'écrire, qui prend le temps de t'envoyer un mail versus n'importe quelle demande. Il faut toujours encourager. Ça, c'est primordial pour nous, là. Vous dites que vous mangez dans vos restaurants tous les jours. Oui, tous les midis. Tous les midis. Tous les midis, on visite un Saint-Hubert, là. Qu'est-ce que vous mangez? Ben, y en a qui sont... Êtes-vous plus traditionnel, je prends toujours la même chose, ou vous variez le menu? Ben, on varie de temps en temps, surtout qu'il y a des nouveautés, des affaires comme ça, parce qu'on veut quand même tester le menu, là, mais honnêtement, après 20 ans, on mange tous les jours dans le resto, on connaît quand même très bien les plats, mais je te dirais que ça dépend de la personnalité. Comme moi, mettons, je suis un classique poitrinerie. Poitrine légumes quand je m'emballe, là, mais sinon... Pourquoi quand tu t'emballes? Je sais pas, je sens qu'il me manque de légumes, là, en ce moment. Je m'emballe. Je me gâte. Exact. Mais non, moi, honnêtement, c'est assez traditionnel, mais parfois, le monde, c'est une des questions qu'ils se disent, hey, manger à tous les jours à la même place. Attends. Puis on dirait que... Puis j'en commande la fin de semaine. Ma conjointe aime ça, fait qu'on en commande le soir. Fait que non, je me tente jamais, mais sérieusement, là, c'est très traditionnel. Là, mais on regarde nos clients, ils ont fait des sondages à Montréal, puis tu voyais quand même que le monde, il était en général... là, fidèle un peu à leur très fidèle. Même quand on a commande. beaucoup de clients, mettons ils arrivent en restaurant, puis comme d'habitude, tu sais, parce qu'on sait que les autres, mettons, c'est la cuisse purée ou peu importe. Là, fait que, oui, on a beaucoup de conservateurs là, dans de traditionnalistes là, dans le de poulet. Là, tu sais, Fait que oui, moi, dans mon cas, Jean aussi, je peux pas parler pour toi. Là, ben, moi, j'aime ça varier, là, mais c'est ça, par contre, c'est important pour nous autres de vérifier toujours, comme on dit, la qualité. Hein, la force de Saint-Hubert, quand même, c'est tantôt, je le disais que c'est un produit qui est distinctif. La sauce Saint-Hubert, exemple. Là. C'est important d'avoir toujours la même qualité. Le pain Saint-Hubert et le petit pain, hein, c'est un petit hamburger. Quand tu regardes ça, tu te dis,
tu trouves ça partout, des pains. Mais demain matin, on prend la décision d'enlever le pain hamburger. Ça va choquer. Écoute, on va se faire complètement C'est fusiller sûr que par oui. rapport à ça. Déjà, ça fait combien d'années qu'on essaie d'enlever des items ou, mettons, de simplifier le menu, puis à chaque fois qu'on le fait, parce que, tu sais, parfois, vous ne pas, on a des menus quand même très complexes, puis mauvaise réaction tout le temps. Là. Comme Le monde sont quoi, habitués. mettons, qu'est-ce que vous avez tenté de On a enlevé la retirer? soupe, c'était quoi déjà la soupe riz? La soupe au riz. Après ça, lorsqu'on touche à des accompagnements comme la purée, là, présentement, on fait un test dans un restaurant où ce qu'on ne sert pas la purée, ben, on a beaucoup de commentaires. Dans le passé, je me souviens, il y avait une sauce moutarde avec des filets. On avait des commentaires. Les gens aiment Saint-Hubert, hein? Donc, quand les gens aiment Saint-Hubert, les gens maintenant, surtout maintenant, dans l'ère des médias sociaux, là, où ce que les commentaires peuvent rentrer de partout, donc les gens sont très, très sensibles à qu'est-ce qu'ils mangent dans un restaurant. Par contre, c'est sûr que nous, en tant que restaurateurs, il faut qu'on fasse des choix. Hein? Parce que lorsque tu veux bien opérer un restaurant, plus que ton menu est large, plus que tu as de la difficulté à faire de la qualité. Absolument. Donc, tu dois faire des choix par rapport à ça. Par contre, c'est souvent des fois juste dans la façon de l'expliquer au client, là. Donc, c'est ça le plus important. Puis le menu Saint-Hubert, je vais vous dire, quand on décide de faire des changements ou on demande l'opinion à plusieurs franchisés, parce qu'il y a environ peut-être 75 franchisés, bien, tout le monde va arriver avec son goût personnel. Hein? Donc, tu peux prendre la décision, oui, j'enlève ça, mais le propriétaire du Saint-Hubert, exemple, à Val-d'Or, ou le propriétaire à Drummondville, va arriver avec son commentaire, là. Donc, c'est comme très, très émotif, même parmi les propriétaires de Saint-Hubert, là. Puis là, cette conversation-là a commencé avec le pain. Qu'est-ce que le pain a de si émotif chez Saint-Hubert? On ne peut pas l'enlever. Non? C'est Mais qu'est-ce que... Bien, le pain, c'est parce Ouais. que les gens trempent ce pain-là Ouais. dans la sauce barbecue. C'est le mix des deux. Puis ça a toujours été comme ça depuis 1967, là. Fait que Comme c'est vraiment la, l'attachement, comme la salade de tradition. choux. Oui, c'est Comme ça. la salade de choux, auparavant, il n'y avait pas de salade de choux crémeuse. Hein? C'était seulement de la traditionnelle. Là, ce qui est arrivé, la crémeuse, là, présentement, je pense environ même 55 des gens prennent la crémeuse ou la vinaigrée. Là, puis, comme on dit, c'est un classique. Hein? C'est comme, Ah oui. Mais c'est comme c'est- tous des classiques de Saint-Hubert. Vous l'avez vu, l'animalerie pour enfants qu'on a faite Pour au adultes. mois de janvier. Là. Ça a été très, très populaire. Là. Mais marketing, c'est ça aussi. Mettons, présentement, là, c'est un peu les publicités, c'est un classique. Puis il a demandé au monde de participer, d'envoyer leur classique. Puis quand tu vois, mettons, tout ce que le monde fait, mettons, par exemple, avec le petit pain, c'est le monde va tremper dans la sauce, puis il y a du monde qui vont mettre du riz dedans, la purée, tu sais, ils en font un petit J'adore sandwich. ça. Fait que, tu sais, il y a plusieurs classiques de même. Fait que c'est pour ça que quand on enlève un item, mais pour le monde, c'est leur classique. Fait que c'est là que ça devient un peu plus difficile. La façon de le manger. Ou de... Exactement. Fait que, tu sais, pour nous autres, c'est quand même une fleur, parce que ça reste que ça veut dire que ton client aime ton produit, aime ça. Mais quand on essaie de simplifier la cuisine, là, c'est là que ça devient un peu plus difficile. Mais c'est, comme Jean l'a dit, c'est un peu de la façon que tu l'expliques au client, mais hein, on n'a pas enlevé grand-chose. Quand je regarde, admettons, on a fait des tests, puis souvent, on est revenu avec le produit parce que la demande était trop élevée, puis c'était trop un classique pour la clientèle. Comme le prochain un peu classique, un peu, la prochaine annonce qui arrive au mois de mai, là, ils vont appeler ça le voleur de frites. OK? Donc, parce que souvent, des fois, des gens qui vont manger au Saint-Hubert, moi, j'en suis un, là, je vais commander, supposons, une salade où je mange une poitrine et des légumes. Mais si j'ai quelqu'un à côté de moi, supposons mon épouse ou un petit enfant, puis qu'il y a des frites, je mange des frites. Je suis pareil. Je vole, On est tous je vole des frites. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire une annonce au mois de mai? On a appelé ça le voleur de frites. Donc, le client qui va commander une salade, on va y apporter un petit cup de frites, de 4-5 frites, là. Ça, c'est une petite primeur un peu qui s'en vient, là. J'adore. Donc, ça, c'est un classique Saint-Hubert, là. Le voleur de frites, là. Hey, ça, c'est drôle. Ça, j'adore ça. C'est une Ouais. très, très bonne idée. Je trouve que ça va pogner au bout. Moi, je suis convaincue parce que je fais partie de ces gens-là. Oh, je pense qu'on est pas mal à faire partie. Honnêtement, là. On est tous comme ça. un peu, Exact. là. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite des choses? La suite des choses, écoutez, nous, hein, on a toujours été en business pour être là dans 20 ans, dans 25 ans, dans 30 ans. Là. C'est sûr que lorsque tu es une entreprise de 60 ans, toujours difficile d'innover, hein? Parce que tu veux innover, par contre, tu veux garder ton succès. Donc, nous autres, qu'est-ce qu'on souhaite un peu? C'est qu'on continue à opérer des Saint-Hubert dans la ville de Québec, puis qu'on continue à être les numéros 1 peu dans la restauration familiale à Québec. Ça peut paraître un peu, comment je peux dire, qu'on se prend pour d'autres de dire ça, là. Mais moi, je pense qu'en business, il faut que tu sois fier, comme j'ai dit, de ton entreprise. Il faut que tu sois surtout engagé. Puis moi, je suis convaincu qu'avec le relève qu'on a,
puis aussi avec les gens qui travaillent dans notre organisation. Hein. Tantôt, je parlais du plongeur jusqu'au directeur. Là. C'est ça notre force un peu, là, d'être près des gens de Québec. Puis les gens de Québec, écoutez, ils nous ont tellement encouragés, surtout pendant la pandémie. Tantôt, on n'a pas parlé de pandémie, mais pendant la pandémie, les gens nous ont vraiment, vraiment, vraiment encouragés. Là. Par les commandes, sans retourner dans les restaurants. C'est incroyable comme les gens continuaient à venir manger au Saint-Hubert. Là. Ça a été remarquable. Ça devait être du réconfort pour eux aussi. Là. Oui. Vous êtes reconnaissants, mais pour eux aussi, ça devait être le fun d'avoir le Saint-Hubert pour au moins pallier à un manque de sociabilité ou tout ce que la pandémie nous a offert de moins intéressant. C'est sûr qu'un peu comme j'ai mentionné tantôt, notre côté, là, c'est vraiment là, la pérennité de l'entreprise. C'est la prochaine étape. C'est où qu'on va aller. Puis honnêtement, je regarde, maintenant, ça fait 10 ans que je suis dans les bureaux, puis je vois déjà un peu là, l'évolution de l'entreprise. Fait que moi, ce qui me motive, c'est vraiment là, les prochains projets, la diversification, on s'en va où, les jeunes. Puis ce que j'aime aussi, c'est l'ouverture d'esprit de la deuxième. Tu sais, ils ne nous bloquent pas sur nos idées. Parfois, ça prend plus de temps, mais ça, c'est normal. Mais c'est vraiment ça qui est important. Puis surtout, mettons, tu sais, souvent les entrepreneurs, c'est des rêveurs. Là, mais il faut que tu continues à avoir des rêves, que ce soit de grandeur, quoi que ce soit. Fait que, ce que je me dis, c'est que dans ma tête, puis quand on en parle, j'ai des objectifs que je veux atteindre, puis c'est ce qui me motive à tous les jours. Puis c'est sûr que je ne m'en serais pas. Le fait de pouvoir donner ça peut-être un jour à mes enfants, c'est une autre motivation. Puis je suis convaincu que mes associés ont le même thinking que moi, mais c'est ce qui me drive à tous les jours, puis c'est ce qui me motive en me disant, on a des projets. Puis tu sais, quand je regarde, admettons, le dernier projet Axel, bien, je sais qu'à un moment donné, c'est peut-être mes enfants qui vont avoir la chance de pouvoir en profiter de tous ces projets-là que moi, je vais avoir fait à cette époque-là. Donc, c'est vraiment ce qui nous motive, là, la troisième génération, là, à continuer cette entreprise-là. Puis la chance qu'on a, sérieusement, de travailler avec nos parents. Là. Tu sais, moi, quand je regarde la relation que j'ai avec mon père, là, puis avec mes oncles, là, je trouve que c'est fantastique. Puis, honnêtement, quelqu'un qui se pose des questions parfois, entreprise familiale, c'est-tu difficile? Moi, je vous le dis, c'est incroyable. J'adore ça. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, mais il va y avoir surtout des hauts. Puis le fait de travailler avec son père puis ses oncles, ça amène une petite touche de plus qui est fun. Puis ça apparaît dans la culture d'entreprise. Honnêtement, c'est vraiment, là, je trouve que pour nous autres, pour l'organisation, ça a été un plus d'être en famille depuis 1967. Ça paraît dans ta voix. Ah oui. T'es passionné, t'es émotif. Je trouve ça magnifique. Jonathan Martin, Jean Martin du groupe Martin, merci beaucoup. Merci beaucoup, Joanie, de l'invitation. Merci, Joanie. Le podcast Histoire d'entrepreneur, présenté par l'équipe Marc-Antoine Reed d'IG Gestion Privée. marc-antoinereed.com